C'est deux écureuils qui sont sur la branche d'un arbre. Ok. Et il y en a un des deux qui dit je m'ennuie. Ça te dit on change de chaîne. Merci. C'est ma préférée. Bienvenue j'adore. dans Plein Phare, Tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Clem, Nico et Flo. Où est le lécher avant de partir? Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin? Vous aimez, c'est français. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hello. tout le monde. Notre premier invité a une histoire un petit peu atypique. Je vous invite à plonger dans ce parcours singulier, celui d'un homme dont la vie semble tout droit sortie d'un roman, une histoire de passion, de hasard et d'une volonté à toute épreuve. Tout commence dans l'enfance, avec des rêves professionnels, pour le moins contrastés, avocat ou chauffeur routier, qui sait. Mais un autre monde le fascine. À 10 ans, alors que le paysage radiophonique se limitait aux grandes ondes, avec RTL, RMC, Europe 1 et France Inter, il demande à ses parents s'il pourra un jour faire de la radio. Il s'endormait chaque soir en écoutant les émissions de la nuit et, dans le plus grand secret, il enregistrait ses propres émissions avec son mini-cassette et son électrophone. Voilà qui ne nous rajeunit pas. La libération de la FM en 81 ouvre une brèche et il s'y engouffre. Sa première fois au micro a lieu en juin 83. Il avoue lui-même qu'il ne connaissait alors rien au monde de la radio. Comment a-t-il été accepté ? Grâce à un CV, encore une fois, un petit peu atypique. Il faisait déjà beaucoup d'animations commerciales, des élections de Miss et des sonos pour les mariages dès l'âge de 15 ans. Il présentera même plus tard un festival de musique militaire, un festival du rire et un festival de la voyance. Ça existe. Sa formation fut, disons, expéditive. L'animateur qu'il devait remplacer n'avait pas le temps. Je cite le récit de ce moment fondateur pour notre invité. Il a dit « Là, ce sont les boutons pour les 2 platines disques et là, c'est ton micro. C'est bon ? Allez, bonne émission. » Et il est parti. Ce jour-là, notre invité a compris une chose qui allait définir toute sa carrière. Il va falloir se débrouiller tout seul. Un apprentissage sur le tas avec, comme il le confie, 2-3 erreurs au passage. Après une année de bénévolat à Radio Bel Air à Tarare, ça se dit Tarare, hein, c'est ça ? C'est ça, Ouais. du Tarare. Dans le Rhône, il signe son premier contrat. Son rêve devient réalité, il en a même versé une petite larme. C'est là qu'il commence à faire de l'information sans avoir le statut de journaliste, débutant le jour où l'affaire Grégory a éclaté. Le voyage continue à Saint-Étienne, chez Radio Flash. Là-bas, face à l'arrivée d'Énergie, il voit la radio se transformer en Memory FM. Quand le groupe Énergie reprend la fréquence pour lancer Chéri FM, ses soi-disant collègues et potes de radio quittent le navire. Lui, il reste. Un pari plutôt gagnant, puisqu'ils lanceront ensuite avec le même succès Rire et chanson. C'est beau, hein ? Ouais, tu le fais bien en plus. Ouais, je sais, c'est bluffant. moi qui ai fait le jingle. C'est alors que des responsables d'Énergie Paris viennent lui faire une proposition qui allait changer sa vie. Au vu du travail qu'il avait fourni et de ses qualités, ils lui proposaient de lui donner une carte de presse et de devenir journaliste sur Énergie. Lui qui n'avait fait aucune école de journalisme et n'avait aucun diplôme, un rêve éveillé comme il le décrit. Sa carrière de journaliste le mène alors aux 4 coins de la région, d'abord à Annemasse pour couvrir la Savoie et la Haute-Savoie, où il fait partie d'une rédaction de 4 journalistes et couvre notamment le drame du tunnel du Mont-Blanc en 99. Il rejoint ensuite Nostalgie Un Jura à Oyonnax pour 6 ans, avant de s'installer à Dijon en 2006 pour Chéri FM, une radio qui, selon ses mots, lui correspond le mieux. Cette vie de journaliste est avant tout une vie de rencontres. Des centaines, des personnalités politiques comme des présidents, Sarkozy et Hollande, des artistes de tous horizons, dont un acteur oscarisé, Jean Dujardin, je ne sais pas si ça vous parle. Ah, un débutant. Vite fait, oui, un jeune. Il est jardinier. C'est, ouais, Oh. c'est tout à fait. Alors je vais faire ça. Non, c'était très nul, c'est vrai. Il a cette capacité à créer un lien, notre invité, car il pense que rapidement, à la première question, ils savent à quel journaliste ils ont affaire. Avec lui, il comprenait qu'il était cool et surtout content de les rencontrer. C'est ainsi qu'une interview de 10 minutes avec Véronique Sanson se prolonge 40 minutes. Dis-nous, toi qui l'as fait, comment passer de 10 minutes à 40 minutes ? Et même, j'irais même plus loin, comment passer de 2 minutes à 10 minutes ? Oui, ça m'intéresse. Ouais. Je parle d'interview, hein, bien sûr, pas d'autre chose. Évidemment. Il a aussi reçu l'adoubement de Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, qui lui a confirmé qu'il avait compris le métier de journaliste. Mais il n'oublie pas sa toute première interview de star, Nicoletta, en 85. Il baisse la tête, qui lui a donné sa première leçon de vie. Elle lui a dit « Vous savez Norbert, une interview, ça se prépare ». Une phrase à laquelle il pense encore très souvent. Je pense que c'est assez formateur, effectivement, tu dois te dire une fois, pas deux. Mais plus que les stars, ce sont les rencontres avec les anonymes qui ont marqué sa carrière. Il a recueilli la parole de patients en fin de vie, de personnes exclues. Il a été très ému avec le récit d'une femme battue, touchée par ceux qui pleuraient un voisin après les attentats du Bataclan, et a ressenti beaucoup d'empathie pour les parents d'enfants en situation de handicap.
Il a été marqué par sa rencontre avec les parents de Grégory Le Marchal et a souvent été en admiration devant les défis sportifs, notamment celui des femmes du rallye Aïcha des Gazelles. Il sait maintenant ce qui le motive profondément, c'est la rencontre et surtout écouter les autres. Se nourrir de leur expérience. Et tout cela alors qu'il se décrit lui-même comme étant, et l'étant toujours, un très grand timide. Ce parcours, c'est l'histoire d'une passion qui a su tracer son propre chemin. La preuve que la plus grande des qualités dans ce métier, c'est peut-être simplement d'aimer les gens. Cette personne fabuleuse en face de nous, c'est Norbert Bancher. Bienvenue à toi. Bienvenue. Salut Norbert. C'est très perturbant. Ça s'est pas vu du tout, Norbert. Ça se voyait pas. Tu veux des mouchoirs ou ça va? C'est très perturbant. Oui, c'est perturbant de se faire présenter alors que c'est d'habitude toi qui présentes les gens, j'imagine. Oui, et puis tu vas retracer ma vie, Ta vie, finalement. ouais. Professionnelle, c'est une chose, mais il y a des parties de ma vie Ouais. qui vont être citées. Enfin, et c'est presque difficile à Ouais. entendre. Mm. Parce qu'au fur et à mesure, je replongeais dans des Dans des moments de périodes ta qui étaient vie, très ouais. compliquées. Et voilà. Mm. Merci. Bah, C'est- je sais pas si je dois te c'est dire très, rien. non, c'est C'est très, non, mais c'est très bien écrit, c'est bien retracé. Merci. Mais avec grand plaisir. Donc bienvenue à toi, à ce micro. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir, donc c'est bien, te voici. Merci. Notre deuxième invité est une personne remarquable, un personnage même. C'est un enfant du cru. Il a grandi dans le coin à Alésia et aussi loin qu'il s'en souvienne, il a toujours fait des blagues dans les moments les moins appropriés. Ses profs s'en souviennent encore. En 2008, il arrive à Dijon, il n'a que 16 ans, je vous laisse faire le calcul, ça vous donnera à peu près son âge. Il m'a dit qu'à l'époque, il souhaitait partir à Paris pour avoir une carrière humoristique, mais que, comme ses parents n'ont pas voulu, il s'est dirigé vers ce qui ressemblait le plus à une blague sur Dijon, à savoir des études de communication et de web marketing. Au hasard de ces rencontres, il se met à travailler dans une petite boîte d'audiovisuel fondée par le créateur du Paru Vendu, enfin, Feu le Paru Vendu, si vous connaissez ce petit journal d'annonces. Il apprend beaucoup de choses là-bas, il comprend beaucoup de choses également, notamment comment faire des films, comment rendre hommage à ce qu'il avait devant ses yeux par le biais d'une caméra. Il a notamment filmé des concerts au festival du Chien à Plumes et il a même réalisé un documentaire de 20 minutes sur le festival Rolling Stone. Il a d'ailleurs en ce moment même un t-shirt du Chien à Plumes. C'est vrai. Il en est fier. Encore une fois, d'habitude, j'agrémente un petit peu les présentations de mes invités avec de l'humour. Je romance un petit peu. Mais lui, sa présentation se suffit à elle-même. Alors, je vais vous citer ce qu'il m'a écrit. J'ai fait également un reportage de 26 minutes sur les consignes de sécurité des trancheuses à jambon des magasins Colruyt, mais c'était beaucoup moins passionnant. Après, qui est-il pour juger de cela? Je vous le demande. Et s'il y a des passionnés de trancheuses à jambon dans notre audience, j'imagine qu'ils vont s'offusquer. On pense à toi, Philippe. En 2014, il quitte son job car il avait l'impression que ça n'avançait plus. Il avait besoin de faire une pause. Son entourage le force à se lancer à son compte en lui disant qu'il a toutes les cartes en main pour le faire. Et c'est plutôt vrai. Il se lance dans le conseil en communication de toutes sortes, même politique. Il fait des films parfois pour des boîtes nationales, mais il n'y a pas de petite étincelle. Le petit plus qu'il fait vibrer. Au fond de lui reste toujours cette idée qu'il avait quand il était un gosse de 16 ans, faire de l'humour une profession. Mais à chaque fois, on lui répondait d'aller à Paris ou au pire, toquer à la porte du bistrot de la Seine à Dijon. Mais quand on n'a jamais testé son spectacle, quand il n'est pas rodé, eh bien, il est difficile de se faire programmer. Mais son ami, Antoine Cordier, lui, ne pense pas comme cela. Et quand notre invité lui dit qu'il voudrait faire une scène ouverte sur Dijon, ce dernier lui dit « Banco, allons-y ». Il demande directement au patron du Saint-Nicolas dans lequel il buvait un coup si ça le tente de créer l'événement. Le patron dit oui et c'est parti pour l'événement, intitulé « À toi l'honneur, la première scène d'humour de la capitale des Ducs en mars 2015 ». Cela prend tout de suite, et ainsi, 3 éditions plus tard, il crée La Banane de Dijon. C'est devenu une institution aujourd'hui, une belle association florissante sur l'humour qui a pour but de faire la promotion des jeunes artistes. De fil en aiguille, il crée des cours d'humour. Il fait des tas de rencontres, que je ne vous citerai pas ici car il va vous en parler probablement. Son activité s'expand ainsi également à Châlons et à Besançon, et même en Suisse. L'Université de Bourgogne met en avant sa compétence de théoricien de l'humour. Quand même beau ça. Il devient connu et reconnu pour ce qu'il a toujours rêvé de faire, et cerise sur le gâteau tout en restant à Dijon et non à Paris. En 2020, il s'apprête à travailler pour le festival Juste pour rire au Canada, mais la Covid arrive. Suite à cette pandémie, il se dit que le rire est vraiment primordial. Encore aujourd'hui, encore plus même, et il relance ses activités. Cela reprend petit à petit, puis a le succès qu'on lui connaît aujourd'hui avec le Banane Comedy Club et le festival Drôle et Chouette.
Il fait actuellement jouer 50 artistes chaque année, amateurs ou pros, il sait accueillir, il sait accompagner, il sait recevoir. Il se dit également en parallèle être bouffon d'entreprise, c'est-à-dire qu'il intervient pour faire des moments sérieux mais avec un petit peu d'humour quand même, de façon à ce que les séminaires soient moins descendants et plus agréables. Dans la vie, il est porté par l'humain, ça a toujours été son moteur. Ainsi, toute personne qui fait un pas vers sa propre libération lui procure un plaisir immense à en pleurer de joie, c'est un grand sensible. Il adore également les animaux, peut-être plus que les humains, qui sait. Pour lui, rien n'est tout blanc ni tout noir, il est également carpophobe. J'en avais déjà parlé un jour dans un podcast, qu'est-ce que c'est que pour vous ? Vous vous rappelez ou pas ? Je suis deux sûre là. que j'ai fait la même blague là. Il déteste les carpes. Ouais, ça t'a Voilà. fait exactement la même blague. Je ne m'en rappelle plus. Non, j'avoue, je me rappelle. C'est la peur des ananas. Il aime l'odeur du pain qui sort du four, il est curieux, hyperactif, il lit énormément et particulièrement des mangas. C'est un grand joueur, bercé par la culture du web, on en a déjà parlé, c'est un point que l'on partage. Lorsque je lui ai demandé quel était son style de musique préféré, vous devinerez jamais ce qu'il m'a répondu. J'écoute de tout. Hein. Exactement. Gna gna gna, j'écoute de tout. Hein. À une nuance près, cela dit, il n'écoute jamais les paroles si la chanson n'est pas humoristique. Il n'aime pas réfléchir pendant qu'il écoute. C'est bizarre, hein, ça, c'est bizarre. Ah non. Après, on a eu des invités qui nous ont dit, moi j'aime pas la musique aussi, des fois. Ouais, c'est rare. Va savoir. Il n'a pas de film préféré car c'est un peu trop long un film. Peut-être encore un trouble de l'attention, qui sait. Après, il ne crachera jamais devant The Mask, indémodable Jim Carrey. Il se décrit lui-même comme un train. Non pas qu'il soit fait de plusieurs tonnes de métal roulant à vive allure sur des rails alimentés par un caténaire, non. Plutôt parce que lorsqu'il est lancé, rien ne l'arrête. Mais que pour le lancer, il lui faut quand même pas mal de temps. C'est une personne empathique, accro à l'optimisation sous toutes ses formes, et si dans un jeu il peut farmer des heures pour avoir un perso overstuffé, malheureusement les relations sociales ne fonctionnent pas comme ça, à son plus grand regret. Fait notable, il n'a pas du tout le sens de l'orientation, il peut se perdre n'importe où. Autre point important, il aide les gens à se trouver émotionnellement, mais il est incapable lui-même d'exprimer la plupart de ses émotions. Serait-ce toujours les cordonniers les plus mal chaussés ? On entend Prune derrière ? Ouais. Totalement. Son plus grand rêve serait de devenir pote avec un raton laveur, et sinon de manière plus basique, T'as essayé avec le sanglier, non ? Et ça n'a pas marché. de manière plus basique, il souhaite juste que ses proches vivent heureux et bien dans leur basket. Particularité, il s'appelle Selim ou Salim, en réalité personne ne le sait vraiment, et lorsque je lui ai demandé, il m'a dit « appelle-moi comme tu veux ». Enfin, il imite très bien le cri du jeune chiot, tu peux nous le faire ? Attends. Pour nos auditeurs. Ah là là, c'est C'est bon. incroyable. J'ai l'impression d'entendre Prune. Parce qu'elle pleure. Cette personne formidable, c'est Selim ou Salim, on sait pas, Beloufa. J'aime bien. La vie a l'air bien plus intéressante quand c'est toi qui la racontes. C'est vrai. Ouais. Franchement, elle est mieux à raconter qu'à vivre. Hein, vraiment. Alors, il est possible que vous entendiez derrière des aboiements. Et tu sais pourquoi ? Parce Pourquoi ? qu'elle est en train d'aboyer sur Pago qui lui met des tartes comme ça du canapé. Bon, eh bien, c'est Prune, notre petit chien, la nouvelle mascotte de Plein Phare. Vous la verrez en photo assez régulièrement. C'est un petit corgi. Mais je pense que ça s'entendra pas trop au micro. Mais si ça s'entend, j'espère que vous nous en voudrez Waf, waf. Je fais le doublage au cas où. Waf, waf. C'était Et waf, Prune. waf, waf. C'était Prune. C'était Prune. Dans le Merci. public, nous avons la chance incommensurable d'avoir Flo du Bamagotchi. Vous pouvez le retrouver tous les soirs en première partie au Banane Comedy Club. Alors, j'ai la tâche redoutable de vous présenter notre animatrice, Clem. J'ai cherché comment la décrire. Un poème ? Trop lyrique. Une chanson ? Elle l'aurait mieux chanté que moi. Alors j'ai cherché une comparaison géographique. Et j'ai trouvé. Oubliez Dijon, oubliez Paris. Si Clem était une ville, elle serait la Nouvelle-Orléans. Laissez-moi vous expliquer. D'abord la musique. À la Nouvelle-Orléans, la musique est partout. Elle sointe les murs, elle rythme la vie des gens. Chez Clem, c'est pareil, il y a toujours une mélodie qui traîne. Et quand elle se met à chanter, on se retrouve transporté sur Frenchman Street. Un verre à la main, en se disant que... décidément, la vie est belle. Elle a cette capacité à vous donner envie de claquer des doigts, même sur une liste de courses. Ensuite, la nourriture. La Nouvelle-Orléans, c'est le temple de la gourmandise, du gombo, des beignets. C'est une ville qui ne demande pas « as-tu faim ?», mais « de quoi as-tu faim ?» Clem, c'est exactement cet état d'esprit. Elle ne voit pas un repas, elle voit une opportunité de célébrer quelque chose.
Discuter régime avec Clem, c'est comme essayer d'interdire la musique pendant Mardi Gras. C'est non seulement impossible, mais c'est surtout une très mauvaise idée. Et enfin, l'esthétique. La Nouvelle-Orléans, ce n'est pas une beauté lissée froide, c'est une jolie ville qui a du caractère avec ses balcons en fer forgé, ses couleurs vives et son charme un peu sauvage qui ne laisse personne indifférent. Je pense que vous avez saisi un peu l'idée. Alors voilà, Clem, c'est un peu notre Nouvelle-Orléans à nous. C'est un concentré de joie de vivre, de talent musical, de bon goût culinaire, avec ce petit quelque chose en plus qui la rend absolument unique. Accueillez-la comme on accueillerait un festival, avec beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup. J'adore la Nouvelle-Orléans. J'ai cru comprendre. Ça tombe bien, t'adores Clem. Ce soir, je dois vous présenter Flo aussi. C'est un défi. Oui. Comment résumer un homme qui est à la fois un athlète de haut niveau, un artiste et un père de famille qui sillonne la ville dans un monument historique de l'automobile française ? Merci. Je ne sais. Alors j'ai cherché une métaphore. Je crois avoir trouvé également. Si Flo était une ville, il ne serait pas une petite bourgade tranquille. Non, Flo, ce serait Pékin. Pourquoi Pékin ? Premièrement, le sport national à Pékin, c'est quoi ? Le ping. Le ping-pong, une religion. Chez Flo, c'est la même chose. Il a la dextérité d'un champion du monde, un service éclair qui a brisé plus d'un ego et une concentration quasi mystique. Ne le cherchez pas, sur un coup droit, c'est une affaire de fierté nationale. Ouais. Ou du moins, sa fierté à lui. Ouais, c'est déjà ça. Ensuite, l'art. Pékin, c'est la cité interdite, c'est l'art millénaire, mais c'est aussi un foisonnement d'ateliers d'artistes contemporains. Flo, c'est ça. C'est un artiste peintre capable de créer des œuvres peintes de sensibilité et de poésie, avec une maîtrise des couleurs qui vous laisse sans voix. Ce qui nous amène au transport de ses œuvres et de sa famille. Pour naviguer dans une mégalopole comme Pékin, il faut un véhicule à la hauteur. Flo a choisi son propre char d'assaut impérial, le Renault Espace. Scénique. Le Renault Espace. Scénique. Ce n'est pas une simple voiture, le Renault Espace. C'est Scénique. C'est une annexe de la maison, une forteresse mobile de l'amour familial, capable de contenir des enfants, des toiles, des raquettes et la moitié d'un magasin de bricolage. Et enfin, il y a la musique. L'opéra de Pékin est un art ancestral avec des codes et des sonorités qui peuvent surprendre une oreille non initiée. Bien, le chant de Flo, c'est un peu pareil. C'est une performance, c'est de l'art, c'est conceptuel. On sent la passion, on sent l'engagement, mais nos oreilles de simples mortels ne sont pas encore tout à fait prêtes. Vous êtes pas prêts. On va dire que c'est un chanteur d'avant-garde, très en avance sur son temps. Donc voilà, Flo, c'est Pékin. Un champion de ping-pong, un artiste au grand cœur, un père de famille en espace, et un chanteur expérimental et très peu expérimenté. Un mélange unique, détonnant et incroyablement attachant. Accueillez-le chaleureusement. Ah là là, merci. Oh là là. C'était magnifique, dis donc. J'adore Pékin. Déjà papa de 3 chats et de cet incroyable podcast, il est devenu récemment papa chien. Prune a rejoint la famille de plein phare, il en est gaga mais trouvera toujours le temps de vous faire des belles présentations et de trouver des histoires insolites avec sa Stanley rubrique. C'est Nico. Bienvenue Nico. Bienvenue Nico. Bon voilà, on a passé l'étape la plus douloureuse de ce podcast, maintenant on va pouvoir se détendre. Tu rigoles ou pas? Est-ce que là maintenant, c'est le Kalarnikov? Allez. J'adore ce moment. Norbert, Oui. Selim, Oui, nous passons au Kalarnikov. Je ne sais Alors. pas si vous êtes prêts. bah jamais vraiment, mais Ouais. d'accord. On va commencer avec toi, Norbert. Est-ce que tu es prêt? Non, mais on y va. Monsieur, t'es prêt. Prends une petite chouquette à la crème. Allez, je vais te proposer 2 solutions. Est-ce que tu préfères révéler une vérité qui déstabilise ou un mensonge qui apaise? Un mensonge. Est-ce que tu préfères connaître la vérité et être traité de fou ou diffuser l'illusion et être respecté? Waouh. Ah ouais. C'est très philosophique tout ça. Redis-moi. Est-ce que tu préfères connaître la vérité et être traité de fou ou diffuser l'illusion et être respecté? Oui, connaître la vérité. Est-ce que tu préfères un article à l'impact immédiat et oublié ou un essai philosophique compris dans 200 ans? Oui, non. La première version. L'article. Oui. Est-ce que tu préfères parler du présent avec Platon ou de l'âme avec un dirigeant actuel? Ah oui. Avec un dirigeant actuel, ce serait très intéressant. Oui. Est-ce que tu préfères posséder tous les faits sans leur sens ou connaître le sens de tout sans pouvoir le prouver?
Redis-moi. Est-ce que câlin purée Ouais, est-ce que tu préfères posséder tous les faits sans leur sens ou connaître le sens de tout sans pouvoir le prouver? Oui, c'est ça, oui. Donc la deuxième. Oui, bien sûr. Connaître le sens de tout sans pouvoir le prouver. Oui, oui. Est-ce que tu préfères interviewer le monde entier ou te comprendre toi-même en silence? Alors, interviewer le monde entier. Est-ce que tu préfères défendre un principe au risque de blesser ou protéger des gens en trahissant ce principe? Waouh. Redis-moi. Non, mais c'est des choix assez longs. C'est compliqué, ouais. Est-ce que tu préfères défendre un principe au risque de blesser ou protéger des gens en trahissant ce principe? Oui. Protéger les gens. Protéger les gens. Oui. Est-ce que tu préfères pouvoir prouver n'importe quelle grande idée ou pouvoir réfuter n'importe quel fait rapporté? Ah bah plutôt réfuter. Oui, mais la deuxième version est bien. Je te remercie, Norbert. Mais je t'en prie. C'est pas Hésitez. facile. Ah, c'était pas Non, c'est facile. pas facile, non. Il était pas facile. Non, celui-là. non. On revient sur quelques réponses quand même. Ah. Enfin, en plus, alors que tu t'expliques. Oh là là, c'est Ouah. Tu me dis que tu préfères un mensonge qui apaise plutôt qu'une vérité qui déstabilise. Ça, c'est quelque chose qui... tu préfères protéger. C'est ce que tu m'as dit dans plusieurs réponses. Oui, en fait. de toute façon, oui. La base, oui, c'est ça, oui. Mm. C'est bien comme réponse, ça te va? Oui, bah, c'est moi, c'est tant pas que- mal. Hein. Moi, tant que c'est ta réponse, ça me va. C'est bien comme question, ça te va? Oui. Là où tu as eu énormément d'enthousiasme aussi, c'était parler du présent avec Platon ou de l'âme avec un dirigeant actuel. Tu t'es jeté sur le dirigeant actuel. Ah bah oui, c'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir approfondir justement Bien les sûr. contemporains. Pourquoi? Qu'est-ce qui te... Ils m'apprendront certainement plein de choses. Plus que Platon? Ah bah oui. Ils sont vivants, ces dirigeants sont là. On s'exprime, voilà, on est en face à face et on parle. Et si tu devais interroger quelqu'un, ce serait qui? Un dirigeant actuel? Si c'est au niveau international, national, International. ou local, ou International, dans le ouais. régional, Ouais. international, eh ben, ce serait Zelensky. Zelensky. Ouais, Mm. pardon. Zelensky. donc. Zelensky. Zelensky. Le président de l'Ukraine, Mm. actuel président de l'Ukraine. effectivement. Il en aurait des choses à dire. Oh, oui, Oui, c'est ça. carrément. Plus que Trump et Poutine. Et Poutine. Ah oui. Et puis allez, une dernière. Tu nous as dit que tu préférais interviewer le monde entier que te comprendre toi-même. Oui, parce que c'est plus facile. Je me suis déjà compris, Ah, dit-il modestement. avec un Très petit rictus, modestement. tu sais. je me connais tout à fait par cœur. Je vois Bon, pas- attends. Oui, je sais très bien qui je suis. Je et- préfère tourner autour du monde et interviewer tout le monde. Ah oui. Eux aussi m'apprendront plein de choses. S'enrichir auprès des gens. Toujours apprendre des autres. Oui, je crois que c'est ton moteur. Hmm. On y reviendra, je crois. Hmm. Salim. Oui. C'est Non, à c'est toi. c'est Selim. Salim. Non, Salim. C'est C'est un espace. Non, sais pas comment dire. c'est l'un ou l'autre, mais pas l'entre-deux. D'accord. Mm. Bah alors, C'était quoi l'entre-deux Je- entre Selim je- et Salim? c'est Alim. C'est Alim? Salim. Mais je sais pas. Je sais pas. Ah, je trouve que du coup, on dirait un médicament. donc. Ouais, c'est vrai. Jean-Pierre. C'est Alim, Ça se 20, prononce comme 20 ça. grammes. Mais c'est quoi ton vrai nom sur Ah, ta eh carte ben, d'identité? Non, mais sur ma carte d'identité, c'est écrit Salim. C'est juste que moi, je l'ai découvert à l'âge de 10 ans. On m'a toujours appelé Selim. Ah, Et quand j'ai fait ma carte d'identité et que je l'ai reçue à 10 ans, là, je sors de la mairie, puis je dis à ma mère, maman, ils se sont trompés, ils ont écrit Salim. Et elle me dit juste, non, c'est normal. Donc j'ai eu quelques discussions ensuite pour essayer de comprendre. Et elle m'a dit, bah écoute, quand ton père t'a déclaré à la naissance en Algérie, il s'est C'est trompé. Ouais, voilà. Donc, mais c'est plein d'histoires comme ça. voilà. Ouais. Donc, c'est tout fou. ça arrive, c'est pas très grave, mais c'est cher de changer, donc les deux. Et t'as une préférence? Non. Ok. Non. Non. Ok. Allez, ça sera Selim. Ouais, très bien. Est-ce que tu préfères connaître la déprimante vérité sur le monde ou ne rien savoir mais rire tous les jours? Connaître la déprimante vérité sur le monde. Est-ce que tu préfères gagner un débat par une blague parfaite ou par une logique imparable? Par une logique imparable. Est-ce que tu préfères passer une soirée à rire avec des idiots ou à t'ennuyer avec des génies? À m'ennuyer avec des génies. Est-ce que tu préfères faire réfléchir les gens par des mots subtils ou par une vérité directe qu'ils ignorent? Par des mots subtils. Tu préfères ne plus jamais rire mais comprendre l'essence de l'humour ou rire de tout sans jamais savoir pourquoi? La première solution. Attends. Ne plus jamais rire, mais comprendre Mais l'essence de comprendre l'humour. l'essence de Ouais. l'humour. Ok. Est-ce que tu préfères un monde où l'on ne peut dire la vérité qu'en blaguant ou un monde où l'humour n'existe plus?
Oh, bah, le premier, parce qu'il y a notre monde. C'est pas faux. Est-ce que tu préfères faire rire un sage avec une blague complexe ou une foule entière avec une blague simple? Un sage avec une blague complexe. Est-ce Attends, que un tu- sage ou un singe? Un sage. Un sage. Après, un singe peut être sage. Hein, Ouais, ça non, changerait. bah, les deux, du coup, le sage et le singe. Le sage singe. En général, ils sont ensemble, dans mon esprit. Et la dernière, est-ce que tu préfères un monde sans philosophie ou un monde sans humour? Oh, elle est rude. Un monde sans humour, je pense. Merci Ah ouais. beaucoup, Célim. Ah ouais. On va revenir sur 2-3 réponses parce qu'il y en a qui m'intriguent. C'est marrant parce qu'il a pas répondu à chaque fois. Moi, je te voyais répondre vraiment l'autre presque quasiment à Eh chaque ben, fois. c'est quoi. pour ça que je te disais que ça m'intrigue. L'art de Ouais. l'humour, c'est d'être imprévisible. Tu sors. C'est un Kalarnikov contre-pied. Ben oui, c'est vrai que souvent, dans tes réponses, je vais faire un retour global un peu comme Nico. Tu es allé plutôt sur la partie un peu plus sombre. Attends, j'ai une majorité de triangles, du coup, Mhm. c'est ça que C'est ça. Et selon C'est ça. Et du coup, Psychologie ça Magazine, dit sur ta personnalité une femme que- actuelle. Non, mais c'était intéressant. Par exemple, connaître la déprimante vérité sur le monde ou ne rien savoir mais rire tous les jours, tu préfères savoir. Bah, ils ont de la chance, hein, les gens qui ne savent pas, mais moi je trouve ça terrible en fait, parce Ouais. que j'ai un besoin fondamental de comprendre, et d'ailleurs je pense que l'humour c'est une manière de prendre de la distance sur ce qu'on comprend, donc finalement c'est une question où je me suis dit bah, c'est à peu près la réalité actuelle. Et puis, comprendre l'humour ou rire sans jamais savoir pourquoi. C'est terrible de rire sans jamais comprendre pourquoi. C'est d'ailleurs un énorme mal qui ronge beaucoup de personnes. En fait, beaucoup de personnes rient de plein de choses en fait sans comprendre quels en sont les enjeux derrière. À la base, l'humour c'est fait pour relever quelque chose. C'est fait pour signifier Dénoncer. une absurdité. Si on ne comprend pas l'absurdité qui est derrière, bah juste on va continuer à. C'est comme arrêter le temps. On va continuer à rire toujours de la même chose sans jamais comprendre pourquoi c'est drôle en fait. Je pense que c'est plus important de comprendre pourquoi on rigole. On peut vraiment rire sans comprendre de quoi on rigole. Oui, bah, parce que ça fait pas appel au même mécanisme, en fait. C'est juste simplement parce que la chose en question est peut-être tout simplement très loin de nous. Comme elle défie en fait un petit peu notre réalité, ça nous surprend et donc ça nous fait rire. Mais je trouve ça bien plus intéressant de comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que plus j'en sais et plus je fais partie de ces gens qui disent ah c'est marrant. Tu veux dire que tu es Orelsan en fait. Ouais, c'est malgré marrant. moi. C'est le mélange de l'apathie et de la lucidité. Et puis donc, un monde sans philosophie ou un monde sans humour, pour conclure. Ouais, choix difficile. Ouais. Mais je pense qu'un monde sans réfléchir, ça me paraît terrible. Là, sans philosophie, je vois. C'est une passion tardive pour moi, la philosophie, mais c'est beaucoup plus intéressant encore que l'humour. L'humour est une finalité pour communiquer, parce que ça fonctionne pas tout seul, l'humour. Enfin, on peut rigoler tout seul, mais c'est pas moins drôle. sympa, quoi. C'est la Plein de caisse trucs moins la caisse sympas de tout résonance seul, de hein. l'humour, c'est les autres personnes, en fait. Que la philosophie, c'est aussi un truc qu'on peut faire juste soi-même. Quand on me dit un monde sans philosophie, ça me donne l'impression que ça serait un monde dans lequel on pourrait juste plus réfléchir, et ça me fait peur. Ouais, bien sûr. Donc je préfère. Voilà. Mais ça serait difficile hein, de me passer de l'un ou de l'autre. Bon, en sachant qu'il y a des liens quand même assez étroits. Ouais, non, mais là j'ai choisi parce que tu m'as demandé de Ah choisir. bah ouais, mais attends, on n'est pas là pour rigoler, non? Je sens un peu de. c'est du 49-51, tu vois. Je sens une tension un peu entre vous deux. Vous T'as voulez vu ça régler ça dehors? À moins que ce soit pas ce type de tension-là, je ne sais pas. Ah, on verra à la fin. Merci beaucoup, Céline. Tu m'as pas dit s'il y avait un. Merci C'est ça le signal d'alerte. C'est ça. Ça sera pour tout à l'heure. C'est ça le ciel d'alerte. Voilà. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu à tous les deux. Vous avez emmené quelque chose, un objet qui est important pour vous, quelque chose qui a une signification. Je propose qu'on en parle aujourd'hui, là, maintenant. On a commencé par Norbert avec le Kalarnikov. Je propose qu'on commence par Salim Selim. Oui. Salim Selim. Non, mais dis juste Selim, c'est très bien. Juste Selim, c'est très bien. Donc je propose qu'on commence par Non, juste non, le fais Selim. pas. c'est Le très fais bien. pas. C'était Le sûr. fais pas. Merci. Allez, je propose qu'on commence par Selim. J'ai oh. amené ceci. Ah Tu permets, là on là. peut prendre une petite photo? Bien sûr. Ah, mais elle est grise. Oui, vous allez pouvoir constater que c'est une manette DualSense nécessaire pour utiliser une PlayStation 5, mais pas n'importe quelle version de la manette. Si on l'observe bien, oui, elle est grise. Oui, on retrouve les petits coloris vert, rose, rouge et bleu sur les boutons respectivement triangle, carré, rond et croix. Tout à On dirait Pierre Bellemare dans Et- la grande époque. Ceci pour une bonne raison. Cette manette, Sony l'a sortie à l'occasion des 30 ans de la marque PlayStation, accompagnée de tout un pataquès de consoles et autres accessoires,
aux couleurs donc de la toute première De la PlayStation. première, ouais. Ouais. Parce que le logo Le logo PlayStation là, également a été remis Super. aux couleurs de l'époque. T'as dit qu'on gardait les objets que les invités amenaient. Non, c'est moi qui l'ai dit ça. Oui, on te l'a dit. Hein. Dans une vitrine. On te l'a dit. Donc, eh ben, merci Très beaucoup. bien. C'est le moment où on va se battre. Elle est effectivement, si vous voulez prendre une photo plus proche, elle est vraiment très jolie. Effectivement, ça rappelle vraiment la manette de la PS. Ouais, c'est vraiment, elle est vraiment faite jusqu'à la sensation au toucher. C'est-à-dire qu'ils ont même travaillé la sensation au toucher à l'arrière donc de la manette pour j'allais dire les doigts qui la tiennent sur les joysticks, etc. De manière à vraiment rappeler les toutes premières manettes. Plus rugueux. Si on regarde de plus près, il me semble même qu'ils ont été jusqu'à reproduire en filigrane, tu sais, les boutons triangle, carré, croix, rond quelque part. Ah ouais. Donc vraiment, je trouve que c'est un objet qu'ils ont bien réussi et je l'aime beaucoup cet objet. Ils n'ont pas pris les joysticks par contre. Joystick rond, tu sais. Ouais, non, je pense qu'ils en sont restés quand même à une base de production moins chère parce que ils sont sympas, mais ils sont pas. Faut pas déconner. Voilà. Mais le fait est que oui, j'aime beaucoup cet objet parce que c'est un peu loin de moi. Je suis quelqu'un qui se veut un petit peu à se présenter dans la version philosophique de la chose. J'aime bien réfléchir et tout, mais comme tout le monde, j'ai ma petite part de consumérisme. Et j'ai toujours été un fan des éditions de collector quand elles sont bien faites. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui ça devienne juste un argument marketing comme un autre, parce que j'aime bien le fait de créer des beaux objets qu'on a envie de garder. Et c'est rare pour moi de trouver un objet qui fait appel à une espèce de communion en moi de l'enfant, de l'adulte et du parent, quoi, qui disent bah oui, ça c'est un truc que tu as bien travaillé, tu peux te le payer et puis tu seras content de jouer avec. Ouais, c'est clair. Et je trouve vraiment bien réussi. Donc pour moi qui ai peu tendance à m'acheter des choses, ça me rappelle aussi le fait que, je sais pas comment dire, quand je la prends en main, quand je me mets à jouer avec, je me dis, t'as le droit de faire des pauses, t'as le droit aussi de refaire des moments où t'as envie juste de faire quelque chose et pas juste, il faut juste le faire. avec toi, quoi. Ouais, faut pas, c'est pas juste toute la vie, c'est pas que du travail, que des choses à faire, que de la rentabilité, que de l'optimisation. Tu peux juste aussi faire du travail, de la rentabilité et de l'optimisation dans des jeux vidéo. Et ça, c'est vachement bien. Tu joues à quoi en ce moment ? En ce moment, je joue à un jeu qui s'appelle Métaphore, qui est un jeu de la saga des jeux Persona, qui sont des jeux de rôle japonais, qui ont mis du temps à arriver en France et qui ont la particularité d'avoir un système de calendrier, justement, et de liens sociaux qui vont impacter les fonctions de ton personnage dans ces phases de combat contre des monstres, etc. Donc tout le jeu a toute une partie dans laquelle il te fait créer des interactions avec des personnages virtuels, mais qui sont très bien réfléchis, qui sont bien pensés, et surtout ce sont des jeux qui ont très souvent une vocation à un discours plus large. En l'occurrence, dans le jeu Métaphore, c'est un jeu qui se passe dans un monde médiéval, avec une histoire de roi qui doit laisser une succession, etc. Mais on comprend par le titre extrêmement explicite Métaphore très subtil, que c'est une métaphore Incroyable. sur la difficulté des peuples à s'entendre et sur les différentes manières qu'on peut avoir de gouverner, les raisons qui poussent les gens à suivre plutôt telle personne ou telle personne. Et c'est rare de voir un jeu dont le fil rouge de l'histoire, c'est une élection. Voilà. C'est énorme. Donc je trouve ça vraiment intéressant. En VO ou il est traduit ? Il existe, il est entièrement jouable en français, sauf pour les voix qui sont soit en anglais, soit en japonais. Mais c'est sous-titré et c'est sur PS5. Ouais, il existe sur... oui, je me demande si... Je pense qu'il a dû sortir sur d'autres consoles, j'ai pas forcément fait gaffe, mais oui. Ok. Voilà, un excellent jeu si vous avez une centaine d'heures à passer. Justement. Pour le trophée platine, mais on peut se faire beaucoup plus rapidement. Mais il est très agréable pour les gens comme moi qui aiment bien le combat au tour par tour et le plongeon vraiment dans les univers où tu te dis tiens, c'est intéressant, j'ai l'impression qu'on me raconte passer un conte, mais avec ce petit truc qui te laisse l'occasion de réfléchir derrière si tu le souhaites. J'aime bien cette liberté. Bon, eh bien, on en Tu vas le rajouter à ta liste, je pense. Je finis d'abord Expédition 33 et après on échangera. On échange, ouais. C'est un jeu merveilleux, franchement. C'est mon prochain sur ma liste. Du coup, on échangera, ouais. Et merci Julien de me l'avoir offert encore une fois pour mon anniversaire. Merci beaucoup Célim en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. C'est un chouette objet. Merci. C'est un chouette objet, ouais, et ça change. Norbert, dis-nous tout. Tu nous as amené quoi ? Alors moi, c'est pas très original. C'est quelque chose qui résume un peu ma vie professionnelle. C'est un cadeau que l'on m'a fait quand je suis parti de Saint-Étienne. J'avais fait... quand je suis parti de Rire et Chanson, Saint-Étienne, on m'a offert simplement un micro. Un Sennheiser. Et voilà. D'accord. C'est ça. Donc il résume ma vie professionnelle. Et puis c'est aussi un cadeau de Énergie, Chérie FM et... Rire et Chanson, c'était déjà un beau cadeau. À Saint-Étienne. Oui. C'est un Sennheiser à l'époque, ça valait quand même 2-3 sous. Et voilà. Mais je m'en suis jamais servi.
Ah bon? Donc il est en expo chez moi, avec d'autres objets qui sont très radio, évidemment. Et voilà. Est-ce que tu veux t'en servir maintenant pour la première fois? On le branche en 2 secondes et tu le testes. Je sais pas si... C'est du XLR? Bah, c'est. Si, oui. ça y ressemble. Ah oui, bon, on va le tester en direct, allez. Oh là là. Et là, il marche pas. Et là, effectivement, Oh là La- là. Ah c'est là bon. là là on là. entend différemment. Ouais, Ah bah c'est Ouais. la voix de l'époque. D'ailleurs, on C'est ne la le voix voit de pas, mais il est l'époque. passé en noir et blanc. Oui. Donc là, c'est finalement une première. Là, j'ai jamais parlé dans ce micro. Oh là là. Ah, c'est Là, fou. oui, tiens, j'aurais jamais pensé un jour. Là, parce que donc je suis parti en 97 Mmh. Ouais, donc de du coup, ça Saint-Étienne. fait, Donc je ça vous fait laisse presque calculer 30 ans, vos là. âges, j'avoue. Ouais, il a Pour presque certains, 30 ans. vous étiez tout juste, voilà, vous étiez en barboteuse certainement. Oh et, non, Oh non, Ah, pas moi. Flo, il était à la fac. Moi, déjà. j'avais déjà 5 enfants. Et un mon scénic. donc ça, c'est que, oui. Donc là, c'est une première et c'est d'ailleurs, voilà. Bon, ben voilà, je parle dans mon micro qu'on m'a offert à Saint-Étienne. Est-ce que t'es plus à l'aise avec? Oui, parce que je le tiens. Ouais. Alors par contre, on sent bien qu'il n'y Je a le pas tiens. le filtre anti-pop. Ça, ça- Oui, il n'y a pas de... Différent, ouais. Mais je le tiens. Ouais. Et T'as une certaine émotion là-dedans, j'ai l'impression, en plus. oui. Et puis, oui. Oui. Non, mais, Et puis voilà. non, mais c'est ça, parce que c'est un micro, c'est toute ma vie. C'est Ah, bien voilà. sûr, Puisque, ouais. comme tu le disais au début, je faisais des émissions de radio avec un micro quand j'avais 8-10 ans. Donc Bah oui. voilà, je parlais dans un micro. T'as toujours suivi, quoi. Oui, il m'a toujours suivi. C'était un cadeau à titre professionnel ou c'est Non, c'est mes potes, enfin tous ceux qui travaillaient à la radio, ils ont pensé de m'offrir un micro. Alors Ok. bon, voilà, tout simplement. C'est trop sympa. Ils cherchaient un cadeau à me faire. Ils m'ont pas demandé, hein. Ils m'ont pas demandé. On a pensé que ça te ferait plaisir. Ah bah oui. Ah ouais. Tu m'étonnes. Bah, Je l'ai j'aurais jamais bien- utilisé, les gars. Eh Tiens. ben non, je suis parti. Sur... En plus, avec des petits Et puis c'est autocollants. difficile après de s'en servir en radio puisqu'on a Oui. le micro. Donc Mm. j'aurais continué à faire des animations commerciales. Je m'en serais certainement servi. Oui, probablement, oui. Mais en même temps, quand je faisais des animations commerciales, j'avais le matériel qui était là. Donc, enfin bon, j'aurais certainement testé mon micro, mais voilà. Bon. Donc voilà. Eh ben, Donc, merci ils beaucoup. t'ont pas arnaqué, c'est un micro qui fonctionne. Qui fonctionne, Oui, qui fonctionne déjà, 30 oui, ans oui, après. oui, oui. Merci beaucoup Norbert. On va On changer va de ce micro. retourner au micro. Nickel, on est retourné. Retour. Voilà. C'est vrai que c'est un peu... Beaucoup d'émotions. Beaucoup un peu C'est d'émotions, fou. ouais, hein. Effectivement, c'est étonnant. Et c'est vrai que c'est même pour nous, c'est sympa de voir ce premier micro là branché comme ça. C'est top, quoi. En tout cas, merci beaucoup à tes collègues et merci beaucoup Norbert d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir. Et c'est le moment tant attendu de la prochaine rubrique, non Flo? Ah, je crois. Ouais, je crois aussi. C'est la rubrique à Clem. Allez. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Flo, descends du siège, s'il te plaît. T'es debout dessus. Non, à chaque fois on fait cette blague alors du Oui, coup. mais là, c'est le public. C'est gênant. C'est très gênant. Alors, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors aujourd'hui, je vous propose des expressions qualifiant quelqu'un que vous avez sûrement utilisé d'ailleurs, ou je n'espère pas, on ne sait pas. Par exemple, être une tête de linotte. Oui. Ça vous parle Mhm. totalement? C'est- Vous avez déjà Têtu, insulté quelqu'un? têtu comme une pioche. Sacrée tête de linotte. Ouais. La linotte, c'est pas un oiseau? Alors tout à fait. J'allais vous Ouais. demander si vous saviez ce que c'était une linotte. Merci. C'est pas un Nico. oiseau? C'est pas un oiseau. Donc c'est un oiseau au plumage gris fauve dont la particularité est de construire son nid sans se soucier des éventuels prédateurs. D'accord. L'expression vient donc du comportement de cet oiseau qui est connu pour passer le plus clair de son temps à sautiller en quête de nourriture, à construire ses nids à la vue de tous les potentiels prédateurs sans pour autant se soucier du danger. Quand même une Oui. Une particularité. vraie tête de linotte, hein, pour Ça. le coup. Un peu con, quoi. Voilà. C'est ça, j'allais dire, j'en ai vu des euphémismes, mais des comme ça. C'est une tête de linotte, Ça quoi. passe, ça passe. Il y a aussi le fait que ce volatile possède une boîte crânienne et donc un cerveau proportionnel à sa taille, c'est-à-dire très petite. C'est à peine supérieur à celui d'une huître, pour vous dire. Ouch. Donc d'où l'expression, là vous aurez compris. Sachez pour votre culture personnelle que la linotte est aussi la mascotte des vignerons, Ah ouais? si jamais. Il existe en effet une légende selon laquelle Saint Vincent,
patron des vignerons, un prêtre qui vivait au IIIe siècle, se promenait dans le pays de Toul, en Meurthe-et-Moselle, lorsqu'il eut soif. Il entra dans une maison d'où était absent le propriétaire et se servit un verre de vin. Apparut alors une linotte qui lui dit « Saint Vincent, je suis la linotte, je veille sur la vigne et les vignerons depuis toujours. Pourtant, je n'ai aucune récompense pour mes services et mon champ. Les plumes du rouge-gorge sont orange sur sa poitrine et celles du chardonneret sont multicolores, mais moi je reste grise. » Saint Vincent lui répondit alors qu'il ne pouvait rien faire pour elle, si ce n'est de la laisser boire de son breuvage. La linotte se penchant pour boire, tomba dans le verre et en ressortit avec une petite tache rouge foncée sur la poitrine. Et selon cette légende, de là viendrait la petite tache rouge de son plumage. Saint-Vincent, qu'on connaît bien pour ses tournantes. C'est extrêmement mignon comme histoire. Mais attends. Il rentre dans un bâtiment. Alors, déjà, il se sert un verre de vin. J'ai envie de dire, bon, il est bourguignon, d'accord. Et là, il y a un oiseau qui parle. Voilà. Ce n'est pas son premier verre, tu comprends. Il y a forcément un moment où il a oublié de préciser qu'avant il a fait 3-4 autres baraques. Enfin, tu vois, il l'a fait, ça va son tournant. Tu vois. Clairement. Et que du coup, il a plusieurs tâches parce qu'il est tombé dans il plusieurs... a dit c'est linotte parce qu'il se souvenait pas, tu vois. En fait, c'était pas du tout une linotte. En fait, c'était Janine. C'était Janine, la voisine d'à côté. Qui effectivement était bien rouge elle aussi. Hein. On peut interpréter cette légende comme on le souhaite, effectivement. Ouais. Selim n'a pas un cœur d'enfant. Si, justement, tu vois, imagine l'histoire autour. La métaphore, les gars, la métaphore. La mélaphore. Non. Allez, une petite deuxième, être soupe au lait. Ça vous parle? Je l'ai jamais compris celle-là. Ah, bah c'est je vois plein de gens l'utiliser, j'ai l'impression que personne... Enfin, plein de gens l'utilisent, j'ai l'impression qu'elle veut jamais dire la même chose. Dans le contexte. Être grognon, être soupolé, t'es un peu grognon. Moi j'ai l'impression que ça veut dire changer d'attitude pour un non, enfin d'un moment. Pour toi ça veut dire ça? J'aurais pas dit ça. Tu vois. Et pour toi Flo? Un moment, oui, un moment. Il y a combien d'explications autour de cette... Quand t'es soupolé, t'es un peu pisse-froid, quoi. Attends, ça veut dire quoi, pisse-froid? C'est encore une expression. Ça c'est quand t'es soupolé. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué pendant des années. Non mais c'est quand t'es un peu un peu râleur, un peu. Oui, changement d'humeur sans raison. Changement d'humeur. Mais sans changer en fait. Attends, tu veux dire comme ça. Quand t'es une femme en fait. Un coup ça va. Ah, c'est moche. Tout ça parce que je suis la seule femme autour de cette table. Ouais, mais merci. Tu as notre soutien. Alors, au 19e siècle, la soupe au lait était un plat populaire d'origine berrichonne. Donc région du Berry en centre Val-de-Loire. On salue les berrichons. La préparation nécessite de faire chauffer du lait et de le porter à ébullition. Or, cet aliment a la caractéristique de passer d'un état à un autre, de manière brutale. Les cahiers, comme du caillage? Oui, c'est ça. Enfin, voilà, si tu le surveilles pas... Ah oui, non, c'est même pas, ça caille pas, d'où l'expression surveiller comme le lait sur le feu. Voilà, donc ainsi comme la soupe au lait sur le feu. La soupe au lait sur le feu, voilà. Mais voilà, si vous la surveillez pas, ça peut se mettre à bouillir d'un coup et à déborder de manière inattendue, aussi vite qu'il redescend une fois qu'on le sort du feu. Donc le changement rapide entre ces deux états explique l'analogie entre un caractère versatile et l'instabilité du lait. Donc, c'est Norbert qui a la bonne définition et la bonne explication de cette... Bravo Norbert. Bravo Norbert. Mais comme ça, tu te coucheras moins bête ce soir. Tu pourras dire aux gens, voilà ce qu'est... Mais j'ai surtout une confirmation parce que bêtement j'ai demandé à plein de personnes une explication différente et puis j'ai fini par essayer de chercher les miennes. Moi je me suis même demandé si c'était pas juste un dyslexique qui essayait de dire s'il vous plaît. Tu vois, mais... S'il vous plaît, soupe au lait, c'est vrai que... Mais au moins maintenant que j'ai l'explication avec le contexte, je m'en souviendrai. Même voilà. Bien plus clair. Et argumenter pourquoi ça veut dire ça. Je Merci Norbert. Pas du tout comme ça, hein. Vraiment. Pour moi, c'était vraiment tes ronchons, quoi, tes soupes au lait. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah pour moi, à la base, c'était même peut-être un peu bêta, tu vois. Aussi un peu bêta, un peu. Il est un peu soupe au lait, il s'énerve un peu vite. Linotte, quoi. Ça voulait dire quoi pour toi, Flo? Un peu d'humeur changeante. Il aurait eu juste. Comme c'est facile de dire ça. Non, il l'a dit avant aussi. Écoute les invités. Alors celle-là, est-ce que vous la connaissez? Non. Je sais pas si ça avait déjà été dit dans une présentation, je crois pas, mais je viens du Pays Basque. Et il y a notamment une expression... Si, ça a déjà été dit. Non mais voilà. Et donc il y a une expression là-bas qu'on utilise qui est être une marikutsu. Ah oui.
Est-ce que ça vous parle ici, les bourguignons? Vu la tête de Norbert, je suis passée. Never. Il te la sort. Marie Kutsu. Kutsu, ça s'écrit Kutsu. Alors, Kutsu, à la française, c'est O-U-T-S-O-U. Et Oui, en basque, du coup, K-U-T-Z-U. Et ils te la sortent à chaque fois. Hein. C'est vraiment, ah, mais toi, quel Marikutsu? Ils savent très bien qu'il y a qu'eux qui utilisent ça. Ils te sortent ça au reste de la France. Et, oh, tu sais pas? Ah, bah. Est-ce que ça a à voir avec le fait de ranger ses affaires d'une certaine manière qui nous apporte du bien-être? Non. Pas Non, du c'est tout. ça. C'est une insulte? De quoi? Une C'est personne une insulte. énervante, un petit peu énervante. Alors, hein, ouais. et c'est tout à fait une personne énervante, C'est- de c'est par... vrai. Pourquoi elle est énervante, de parce quoi. que, voilà, pourquoi elle est énervante? Oui, parce qu'elle est toujours en train de parler, de ronchonner, de dire des choses qui n'ont rien à voir. Elle gonfle tout le monde et est un peu une Marie Kutsu. Kutsu Marikutsu, Une vampe? Non. Plutôt. c'est quelqu'un qui se mêle de Commère. choses qui la regardent pas. Ah, une voilà. commère. Une Ah. commère, en fait. En fait, Kutsu en basque, ça veut dire curieux. Et on appelle donc les Marikutsu les petites mamies qui commèrent et apportent les nouvelles du quartier. Et ils utilisent d'ailleurs au Pays Basque aussi, alors moi je l'ai jamais utilisé pour le coup, mais on utilise aussi le verbe kutsute. C'est un art martial aussi. Oh là là, le ouais. Kutsu. Non mais voilà, tourne hors de quand Kutsu. quelqu'un qui se préoccupe des commérages, voilà, qui est toujours au courant des derniers potins et tout ça, voilà, c'est une Marikutsu. Oh là là. Ouais. Alors là, ça y est, maintenant, on est dans les expressions régionales. Là, on ouvre un Elle a champ vraiment incroyable. fait, là. Mais non, mais c'est vrai que Ça va je être l'ai tombé génial. sur ça et je m'étais dit peut-être que les gens ils ne connaissent pas. Eh ben non. Et ben Ah, voilà. mais non, mais personne ne peut connaître à part les Basques, en fait, finalement. Bah, nous maintenant. Et ben non, vous. C'est de la Et culture. vous, chers C'est- si, il chers suffit auditeurs. Peut-être dans un Trivial Poursuite, ça nous sauvera un camembert. tu vois. Peut-être, on ne C'est pas sait sûr. jamais. Un trivial poursuite basque. Ouais, Spécial basque. écoute, on a la version qu'on a. Moi, j'ai fait le vide-grenier Rouvre en pleine, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et nous avons une dernière, alors chanter comme une casserole. Oui. Bon, pour le coup, Chantez on faux, visualise chantez super faux. bien. Le Oui, bon. chantez faux. Ouais, le bruit, comme une crécelle, un peu le bruit. Chantez faux. Voilà. Alors Tout qu'on n'a simplement. jamais spécialement vu des casseroles dans un karaoké. Pourtant, C'est tu vois, mais. Pourtant, C'est vrai. non, effectivement. Alors, il n'y a pas Attends, de... mais- Alors, parce que je suis désolé, mais les casseroles, peut-être qu'on les juge sur le chant, alors qu'on devrait plutôt les juger sur la batterie. Voilà, là, super. Ah, merci. Parce que moi, on l'avait recruté pour le podcast. À la base, il devait être humoriste, ce mec. Et je ne comprends pas, donc du coup. Flo, tu peux prendre sa place. C'était plus drôle à la base, en fait. Il fait très bien le taf, hein. Alors, chanter comme une casserole. Donc, tout ce qu'on sait sur cette expression, c'est qu'elle a été utilisée pour la première fois en 1907 par l'écrivain français Léon Bloy. Donc, l'auteur estime que les bruits des casseroles qui se percutent n'est pas très agréable et du coup fait l'analogie avec le chant d'un mauvais interprète. Autre hypothèse, cette expression viendrait du bruit que fait l'eau en ébullition, qui serait assimilé à un chant de piètre qualité. Ouais. Ouais, Et je sinon, dis non. encore une variante, le sifflement désagréable d'une soupape de cocotte minute qui pourrait également se rapprocher d'un chant faux. Ouais. 4 minutes. Ouais, bis. En 1906. 7 1906. Pardon. Ah, donc ça va. Ça va, 1907, du coup, va. ouais, Ouais, ça va. c'est l'instant où Seb a Ça été va. inventé. T'as le mois? Non. Ah, mais oui, ok. Voilà. C'est Tout qui ce pour le- Sébastien d'ailleurs On en parle tout le temps, mais Voilà. C'est bien. c'est bien. Ouais. Je noterai. Je sais pas si je l'ai déjà noté. Pisse et froid. Je regarde. Pisse froid, un pisse Être froid. Un pisse froid. je suis assez Être un curieux, pisse quand froid. même. Être un pisse froid, je vais me le marquer. Est-ce que tu À pourras pas me dire confondre avec aussi- avoir la chaude pisse. Alors qui voilà, est différent. j'allais dire est-ce qu'il y a un inverse. Ok. Mais c'est tant mieux qu'ils inversent plutôt froid que l'autre côté. Voilà. Tu vois, Pisse et chaud. Tout à fait. Mais voilà, si jamais vous avez d'autres expressions que vous voulez que j'explore pour vous, je me ferai un plaisir de le faire dans les prochains podcasts. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. À tes souhaits. Je vous- Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Tu nous Nous sommes. Je vous rappelle donc que nous sommes accompagnés de Norbert Blanchet, journaliste à Chéri FM, et de Selim Benifa, entrepreneur, humoriste, créateur du Banane Comedy Club, entre autres. On n'est pas mariés pour rien. Ça, c'est ma femme. Ça, c'est ma pouliche. Alors, on a des petites questions à vous poser. On en a des tonnes même d'ailleurs. Et on a commencé avec Selim tout à l'heure. On va donc reprendre avec Norbert.
Norbert, au-delà des artistes, tu as été particulièrement ému par des témoignages poignants, on en parlait, hein, comme celui d'une femme battue, des parents d'enfants en situation de handicap. Est-ce que tu considères que ton art en tant qu'homme de radio, c'est aussi de recueillir la parole et de transformer les récits de vie brute en quelque chose qui touche et qui enrichit l'auditeur ? Alors, pas transformer, non. Alors, dis-moi. Non, pas transformer. Relater, donner l'information. Donc Voilà. pour toi, tu te fais juste le micro quelque part d'une parole. Tu la redonnes telle qu'elle, sans la changer, sans la modifier. Ah bah c'est la base du journalisme, oui. Ouais. Alors nous qui ne sommes pas journalistes, on passe connaît notre temps peu, à tout déformer. Parce que nous on déforme. Donc voilà, on donne l'information, on retranscrit ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et puis mais on ne transforme pas, non. Et pourquoi alors on entend souvent que les médias justement détournent un peu la réalité des choses et sont pas forcément proches de la vraie vie, quoi. Pourquoi on entend souvent ça ? Pourquoi on entend souvent ça ? Ouais. C'est parce qu'il y a des personnes qui pensent que nous sommes à la botte du pouvoir ou de ce qu'on veut, enfin voilà, de tout, et qui pensent... un peu corrompu. Oui, bien sûr. Ouais. Mhm. Et ce qui est pas vrai dans la vérité, enfin dans la vraie vie, quoi. Non, du tout. Non. En tout cas, pas nous. Pas Chéri FM. Non, ouais. pas Chéri FM. Et... Puis il faut relativiser. Chéri FM, voilà, c'est une radio d'abord musicale. Et voilà, c'est d'abord voilà. Et donc toi, tu es beaucoup sur le terrain. On te voit beaucoup à partir de 4h15 du matin poster des stories sur Instagram. Donc tu couvres plein de choses et tu vas voir plein de gens. Est-ce que c'est toi qui choisis tes interviews et si c'est le cas, comment tu les choisis ? En fonction de l'actualité. Ouais. En fonction de l'actualité, on choisit nos reportages, et les interviews, les personnes que l'on rencontre. Et... Voilà, tout simplement. D'accord. Et donc c'est pas forcément, donc c'est une actualité, mais par exemple quand tu vas chercher, des parents d'enfants en situation de handicap, ça colle pas forcément à une actualité. C'est un sujet bien particulier que tu as choisi de prendre. Les personnes en situation de handicap, je suis avec l'association dont le nom m'échappe complètement sur Dijon. Ils ont parfois des actions, ça me permet justement de parler de leur action. Et pour parler de leur action, on rencontre des personnes en situation de handicap. Voilà. Et on explique un petit peu la situation, la vie qu'ils mènent au quotidien. Voilà, ça permet justement d'illustrer une action qu'ils peuvent mettre en place. Voilà. Ça, c'est une cause qui a l'air de te toucher particulièrement. Ça fait écho à quelque chose Du tout. Non, c'est vraiment une cause que tu as choisie comme ça parce qu'elle te... J'ai pas choisi une cause. Non, j'ai pas choisi la cause du handicap. Même si ces dernières années, j'ai eu des personnes autour de moi qui ont été touchées par le handicap. Mais depuis toujours, non, c'est... Voilà, il n'y a pas vraiment de raison. D'accord. Non, du tout. Ok. Et tu décrivais tes débuts en radio comme un apprentissage où tu as dû te débrouiller un petit peu tout seul. Est-ce que tu penses que cette absence de formation un peu classique là t'a permis de développer une approche plus personnelle, plus presque artistique de la radio, de l'animation, loin des codes qu'on avait établis de base ? J'ai pas les codes, effectivement, j'ai pas fait l'école de journalisme, j'ai même pas, pour ceux qui savent ce que c'est, j'ai même pas mon BEPC. Donc voilà, l'ancien brevet, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai aucun diplôme, donc j'ai vraiment travaillé tout seul, je me suis débrouillé tout seul. Mais je pense que quand on a une passion, quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on arrive à peut-être s'en sortir, peut-être, mais c'est compliqué parce qu'il faut prouver qu'on est capable de... À l'époque, dans les années 80, il y avait la possibilité de montrer qu'on était capable de... Aujourd'hui... Plus difficile. Si on n'a pas un petit diplôme... Aujourd'hui, un journaliste, s'il n'a pas son diplôme, il ne peut pas être journaliste. C'est pas possible. Ouais. Alors qu'il y a certainement plein de personnes qui pourraient être journalistes, mais qui n'ont pas cette fibre scolaire. Voilà. Et les études, moi, non. Les études, non. Et réciproquement, d'ailleurs. Il y a des personnes qui ont obtenu leur diplôme mais qui n'ont pas cette fibre journalistique. Ouais, dommage. C'est long. Mais c'est journaliste ou d'autres métiers. D'autres métiers. Sûr, oui. On peut plus trop se former sur le tas maintenant. Non, voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus compliqué. C'est long une école de journalisme. Je me rends pas compte. Moi, c'est minimum 3 ans après le bac. Ouais. Et après, on peut se spécialiser en fonction de après devenir journaliste politique, sportif, voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qui t'a à un moment trotté dans l'esprit de pouvoir être un journaliste, un reporter de guerre, par exemple, dans les lieux qui sont vraiment en conflit, tendus, plus difficiles ?
rapidement, j'ai une famille et partir à l'étranger sur des lieux comme ça, non. Ouais, Ouais. trop compliqué, trop dangereux. Oui. Trop de choses, d'accord. Ok, merci beaucoup Norbert. J'ai également une petite question pour Selim. Ou Salim Ce sera le titre de l'épisode. C'est un running gag de ma vie. On a eu 3 invités, tiens. En tant qu'artiste de scène, on imagine que tu défends un peu le stand-up comme une forme d'art. Hein, et en tant que créateur d'événements, tu lui donnes aussi un rôle un peu social. Alors, selon toi, où se situe l'humour aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose de majeur, un art majeur qui a sa place à côté du théâtre et de la musique ? Ou est-ce avant tout juste un formidable outil de lien social ? Ou peut-être entre les deux ? C'est les deux, mais j'allais dire comme toutes les autres formes d'art. Enfin, je veux dire, le fait de faire de la musique ou de l'écriture ou de la peinture ou ce que tu veux, c'est avant tout quelque chose qu'on fait parce qu'on a besoin de s'exprimer soi. Et ça n'empêche absolument pas à ces formes d'art-là. Et je pense aussi au fait que très souvent on dit le jeu vidéo c'est le 8e art. Oui. Ah oui. Oui. Ou le 8e, je ne sais plus quel est le Moi, chiffre. c'est le premier. Mais, Pour moi, voilà, c'est non, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore plein de domaines qui ne sont pas reconnus, à mon sens, à juste titre, dans leur qualité. Et je pense que l'humour, aujourd'hui, quand il est travaillé profondément, il y a des artistes à travers le monde qui font ça avec une quantité phénoménale de travail et de précision, à tel point que pour moi, si jamais il y en a qui vont dire oui, il faut que ça soit à un certain niveau, bah là, il est atteint largement. Je pense que oui, ça devrait être reconnu aussi bien comme une forme d'art que comme ce que c'est, comme un truc du quotidien personnel qui appartient à chacun pour se défendre contre le monde qui l'entoure. L'humour, c'est donc pour toi, on t'en parlait un peu tout à l'heure, une manière de dénoncer, quelque chose pour te défendre donc. Ouais, pour te protéger ou te défendre. Le fonctionnement chez l'humain, de ce qu'on en étudie, en fait, du mécanisme de l'humour, c'est que ça permet, en gros, de réduire un petit peu, de dédramatiser quelque chose qui nous semble un peu difficile à conceptualiser. Et donc, on va en rire pour mettre de la distance. Voilà, de la même manière que si on n'a pas suffisamment de distance sur un sujet, c'est difficile d'en rire. C'est pour ça que quand il y a un drame qui vient d'arriver, c'est difficile parfois d'en rire, parce que c'est trop frais. On n'a pas encore pris de la distance. Donc oui, ça sert à créer de la distance. C'est un moyen de défense comme un autre. Ça l'a toujours été. Et le rôle en France des bouffons des rois à l'époque, c'était ça aussi. C'était de défendre à travers une manière transformée de présenter la réalité, les intérêts derrière du bas peuple. Puisque le bouffon du roi, c'était le seul qui avait le droit de dire un peu ses 4 vérités au roi sans être directement pendu. Quoi. Donc, ce qui est pas mal. C'était un rôle qui était quand même très important, mais à la base, c'était vraiment une manière d'exprimer une souffrance en la dédramatisant, parce que le cerveau en a besoin chimiquement. Tu penses qu'aujourd'hui, on aurait besoin de bouffons ? Oui. Qui pourraient parler, faire justement cette je sais pas comment on le dit, entremetteur. Faire ce lien. Faire ce lien effectivement entre le peuple, entre plein de guillemets, et les dirigeants. Si, on en a besoin, et de temps en temps, quelques-uns arrivent à suffisamment dire des choses pour faire réagir, et quand certaines personnes les attaquent trop frontalement, et là récemment j'avais pensé à Guillaume Meurice, on dit oula, attention, ce n'est pas ta place, ce n'est pas l'endroit de le faire, ce n'est pas machin, mais de l'autre côté, du côté peuple, il y a une réception de ça. En fait. Donc il y a vraiment, encore une fois, toujours différentes manières de recevoir un acte humoristique. Il y a des personnes qui vont s'en sentir offusquées, d'autres non. Ça dépend sans doute de qui est la cible. Donc, tu as des modèles d'humoristes, des gens vers qui tu aimerais... pour lesquels tu as une vraie admiration et vers qui tu aimerais tendre ? Oui. J'adore le travail de Jérémy Ferrari, tout simplement parce qu'il est extrêmement renseigné. À la fin de ses spectacles, il dit vous pouvez aller voir sur mon site, et j'ai mis à disposition tous les fichiers, tous les documents dont je me suis servi pour écrire ce spectacle. C'est fou. Et il pose ça sur scène, et c'est un classeur comme ça. Et je suis allé voir sur son site, il y a effectivement un fichier à télécharger, et c'est tous les PDF de ressources qu'il a comme un travail de recherche. Ça fait 1 gigaoctet. Un PDF tout seul, ça pèse 1 mégaoctet, faut multiplier donc ça par 1000. Et je trouve ça génial de faire autant de recherches. C'est quelque chose qu'on oublie de faire. On peut pas juste rigoler d'un truc qui nous semble un peu lointain comme ça. Lui dit je m'attaque à des sujets sensibles, donc je vais venir armé. Et ça, pour moi, c'est une très bonne méthode de travail. Et ça donne encore plus de véracité à ce qu'il dit, encore plus d'aplomb. C'est-à-dire que c'est forcément, plus le sujet est tendu, et plus on va avoir envie de devenir, comme je le disais, un peu équipé pour être capable d'en parler d'une manière intéressante. Et de la même manière, moi j'aime beaucoup ce que fait Alexandre Astier, que ça soit dans des... Mais non, mais je sais que ça va être des références que peut-être qu'on peut entendre souvent, mais quand il a fait l'exoconférence par exemple, c'est intéressant parce que là aussi, c'est quelqu'un qui a pris le temps de faire des recherches sur l'astrophysique, sur tout ça, il mêle d'autres passions, mais
à côté de ça, quand il écrit Kaamelott, c'est un autre type de travail humoristique que j'adore. Parce que c'est du travail beaucoup plus linguistique. D'ailleurs, c'est intraduisible. Parce que N'oubliez pas, hein, le 22 octobre. Le 22 octobre, le volet numéro 2. Merci beaucoup. Avec un enchaînement en novembre. Hein. Avec un enchaînement en novembre. Et toi, Norbert, est-ce que tu as une personne que tu apprécies particulièrement dans ton milieu, dans le journalisme, quelqu'un, une sorte de modèle qui t'a toujours un peu guidé? Ou ça, pas forcément dans le journalisme d'ailleurs. Est-ce que tu as un personnage comme ça? J'ai effectivement écouté et regardé beaucoup de journalistes, savoir un petit peu comment ils travaillaient, forcément. Mais est-ce qu'il y en a un qui m'a plus inspiré que d'autres? Non. Honnêtement, non. Honnêtement, non. J'ai pas de. En même temps que je parle, je réfléchis. Oui, je vois. Hein, et j'ai des très vieux journalistes. Certains m'avaient impressionné, mais je sortirai un nom qui va vous faire ni chaud ni froid, mais parce qu'il avait une façon de présenter son journal de 13 heures dans les années très longtemps, et je sais que ça m'avait marqué, et même maintenant, on n'en parle pas comme une référence, mais il avait quand même permis de présenter l'information un petit peu différente. C'est Yves Mourouzi. Ah bah oui. Si, voilà. Oui. Mais moi, il avait tellement ni chaud ni froid. C'est ça. Voilà. Je le ressens vraiment là. Ah, moi, je pisse froid, moi. Bah écoute, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Tu rigoles, non? Mais voilà, ça fait partie des journalistes qui ont un petit peu bousculé. Il était vraiment différent pour Ah bah carrément. C'est une discussion de vieux, excusez-moi. Justement, pour moi qui ne sais pas, qu'est-ce qu'il faisait voilà. de différent Pour nous les jeunes, enfin, je veux dire, les gens... Il a osé faire un journal dans un avion, il a osé faire un journal dans un sous-marin, il a osé s'asseoir sur la table en recevant... il était assis à côté de l'invité. De Mitterrand, enfin sur la table de... Sur le plateau, ouais. Sur le plateau. Sur Ah le oui. plateau, Mitterrand était assis, François Mitterrand, président de la République, et oui. Bah Oui, parce qu'on remonte déjà un petit peu en D'accord, arrière. François Mitterrand quand même. Oui, oh, tu sais, quand tu parles à des ados de François Mitterrand, ils te disent « c'est qui ?» Ah oui, c'est une rue. À Une place, côté de non l'avenue Général de Gaulle. Donc là, Yves aussi, forcément. Voilà. Donc il a osé pas mal de choses, il a changé, il a donné un coup de pied dans la fourmilière à une période, voilà. Voilà. Une tonalité différente. Aussi, oui, un ton Il différent. fumait pendant le journal. Oui, mais ça, c'est Ouais, bon, pour ça, ça, c'est c'était fumé de partout. tout le ouais. monde Fumait fumait partout. partout. Ouais, mais pendant Ouais, le ouais. journal, tu sais, il était détente, quoi. Limite les pieds sur le bureau. Mais Ce qui n'était pas la tonalité du moment. C'est années Non. 80. Oh oui, 70-80. Ouais, ouais. c'est même c'est Mitterrand. même, C'est pour ça, oui. Bah, 80, Mitterrand, non, c'est peut-être pas plus, 80. Peut-être jusqu'à 90, non? Mais il était Début 90, non Oui, parce qu'il est décédé avant 90, oui, c'est ça. Oui, donc moi j'ai dû passer à côté, je le connais que de nom. Quoi. Il y Clément, avait- c'est il y sûr avait que une- non. moi, pas du tout. Il avait une autre. Il y avait une. Marie-Laure Augry. Voilà, Marie-Laure Augry, qui était Ouais. avec lui. Ils étaient en duo. Ouais. Et Ah, bah ça, ça valait le coup. Elle était là aussi pour sauver parfois certains reportages, Oui. parce qu'il faut quand même savoir qu'Yves Mourouzi arrivait tout frais à 10h du matin dans les studios, enfin tout frais. Pas frais. Tout frais de la nuit, quoi. Voilà. Il enchaînait le journal de il 13 était en heures. forme, Ouais, tu m'étonnes qu'il mette un coup de pied dans la fourmilière. C'est parce qu'il trébuchait en fait. On va écouter la magnifique Stanley Rubrique. La Stanley Rubrique. Ah, les inventions. Un des sujets que je préfère. Parlons de l'une d'entre elles. Alors, ça va être très simple. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est, à votre avis, qu'est-ce qu'une Vanvera? Ok. On y va direct. Ah, Qu'est-ce c'est qu'une vraiment une Vanvera? rubrique courte, quoi. C'est une seule question. Petite intro. Alors, j'enlève une oreille de mon casque pour écouter Flo au cas où. Alors, L'autre Flo. Il faut qu'on réponde par des questions. J'essaye juste Vas-y. d'être sûr que j'ai bien compris en posant une question. Du coup, si on répond uniquement par des questions pour essayer de trouver, mais pas vraiment de trouver en fait. À la fin, c'est quand même toi qui vas nous dire ce que c'est. Bah, oui, enfin, Sauf si tu Sauf si trouves. tu trouves. Sauf si tu peux Ok, trouver d'accord. vraiment, ouais. Ouais. C'est une invention, c'est ça? C'est une invention. Une invention. C'est une invention de ce siècle? C'est une invention du siècle d'il y a 2 siècles. Donc 1800. 1900. Flo, On est au 21e. Ah oui, pardon. est-ce que Est-ce que c'est un instrument de Un musique? instrument Oh là de là. musique Non, mais c'est marrant du coup. C'est pas un instrument de musique. Agricole. C'est pas agricole. Est-ce que c'est français? Ce n'est pas français. vous aimez, c'est français. M'intéresse. Cette invention sans... Ah, pardon. Alors, Norbert, pardon. Cette invention, on s'en sert encore aujourd'hui. Ah non. Ah, On peut plus, On pourrait, mais on s'en sert plus. parce que ce serait ridicule. Ouais.
D'accord. Ok. Parce que c'est dépassé. C'est dépassé. Ça a été remplacé principe par est quelque dépassé. chose. Non. C'est le principe qui a été. Le principe a été dépassé, ça n'a été remplacé par rien du tout. On pourrait s'en servir, mais Flo? Est-ce que c'est dans le domaine artistique? est-ce que c'est dans le domaine Artistique. artistique? Non. Est-ce qu'il y a des collectionneurs du machin? Devant Il, truc là. il y a des collectionneurs devant Vera. Est-ce que c'est quelque chose qui était plutôt grand public ou plutôt cible niche? Alors, plutôt pour tout le monde, mais tout le monde pouvait pas se le payer. Ah, ouais. Ah, parce que c'était cher. Pour les Ah, c'est une Vanvera quand même. pour les C'est une Parce Vanvera, que c'est quand pas même, Vanvera, n'importe faut pas quoi. déconner. C'était un moyen de locomotion. Ce n'était pas un moyen de Et- locomotion, Flo. Il est à fond. Il est attaqué. Il va être le prom, ça trouvé. C'était sur Terre, Sur pas Terre. dans les airs. Pas dans les airs. Ça pouvait rentrer dans une maison, Ça peut rentrer dans une maison. dans une chambre. Ouais, dans On un le sac. mettait même. d'ailleurs, on le mettait Dans une boîte. On s'en servait d'ailleurs dans une chambre. On peut s'en servir dans une chambre. La plupart du temps, on s'en servait dans la chambre, mais pas tout le temps. En Un cuisine. objet sexuel. Est-ce que c'est un vêtement? Ça fait partie des vêtements, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire comme réponse? Je n'ai pas compris. C'est Ah, très c'est bon. un accessoire de C'est vêtements. un accessoire, c'est porté, Ah, c'est ça. C'était sous les grandes jupes des entre autres. des dames. C'est quand elles avaient des jupes. Ouais. Des voilà, grands c'est- jupons, c'est- entre c'est autres. que- On a une question dans La le public. ferraille qu'on passait dessus. Non. C'est pas la Flo ferraille. Flo? Non. Il a pu. C'est un C'était- accessoire, effectivement, ça peut être porté sous les jupes. Un accessoire Est-ce que ça sexuel. C'est pas sexuel. Est-ce que ça pourrait être encore porté aujourd'hui? Ce serait pas discret. Parce qu'on porte Les plus des vêtements jupes comme ça. d'aujourd'hui nous permettraient pas de porter des trucs comme Ouais, ça. mais si jamais on remettait une robe bouffante de l'époque, est-ce qu'on pourrait remettre une Vanvera? Tout à fait. Ah ouais. Mais Ah. c'est pas unisexe, alors c'est que pour les femmes? Non. Pour C'est tout le unisexe. monde. C'est Pour tout le monde. Ah, mais c'est pas français. Plurisexe. Ce n'est pas français, effectivement. C'est italien même. Flo? Italien. C'est quelque chose destiné à parfumer Ah, par alors. rapport au produit d'hygiène de l'époque? Alors. Non, mais on s'en Ah. rapproche. Est-ce Il y a que- il y a Est-ce que, Pour ça même servait, l'hygiène est-ce que des ça parents. servait à évacuer les paix des demoiselles? Parce que bah, tu sais, il y avait tellement de plis qu'il y avait pas mal de paix qui pouvaient rester coincés, créer un espèce d'embouteillage de paix, tu sais. Et tu vois, genre à la fin de la soirée avec l'ambassadeur, et bah, tu revenais à la maison et puis tu rencontrais voilà, la duchesse de machin, et puis à un moment, elle secouait sa robe, et bah, t'avais tout cet enchaînement de paix de toute la journée, t'imagines, tu vois, qui sortaient les uns après les autres, comme ça, avec des millésimes. Et ça pouvait poser problème. Et donc on disait, alors, on a mis une Vanvera quand même, histoire d'accélérer la diffusion. Je tape. Alors j'écris pour le titre de l'épisode millésime de paix. Voilà. Et C'est ça ou pas? et j'appuie sur ce bouton. Ah, c'est pas vrai. Non, sérieusement, c'est pas vrai. Je me retiens, Ça- j'ai deviné. Non, je suis Mais il le sait, il l'utilise actuellement. En réalité, c'est ce qui est vraiment le plus proche de la bonne réponse. Je vous explique. Imaginez un noble vénitien du 19e assistant à une somptueuse réception, muni d'une arme secrète contre une fonction corporelle souvent taboue. Et c'est à cette époque qu'apparut la Vanvera, un objet aussi étrange qu'ingénieux qui connut un succès inattendu en Italie, notamment dans les cercles aristocratiques de Venise. Son objectif, masquer discrètement le son et l'odeur des flatulences en société. Oh là là, c'est Une invention révélatrice des angoisses sociales et de l'évolution des codes de bienséance de l'époque. Le concept de la Vanvera n'est toutefois pas totalement nouveau. Les origines remontent à l'Antiquité où des dispositifs similaires existaient déjà en Égypte et à Rome. On les appelait alors des pralos. Des objets ovoïdes, donc en forme de pour les pralines, en bois ou en céramique, munis d'un embout buccal et d'un orifice permettant une libération contrôlée des gaz. En gros, c'est exactement ce que vous imaginez. Je suis désolé. Faut qu'on voit Ça, une je photo, le sais que ça a été, visualise ça. mais ça a été écrit par des archéologues un peu prudes. Ils n'ont pas compris C'est un que truc s'il y a, que s'il y a tu le te truc mets- buccal, c'est parce que c'était dans l'autre sens. C'était plus. Voilà. C'est pas si buccal que Parce que, ça. franchement, imagine-toi, t'es en Égypte ancienne et on te propose d'aspirer le paix d'un pharaon. C'est littéralement Dieu. Ouais, un peu d'âme. Alors, quand tu disais ça parfume, on y plaçait des herbes aromatiques, une sorte de désodorisant primitif, afin de neutraliser les odeurs désagréables. Ces praliers étaient apparemment utilisés lors des longs festins des pharaons et des empereurs, permettant une certaine discrétion corporelle, même dans les contextes les plus formels. La renaissance de ce concept au 19e en Italie donna lieu à une version plus sophistiquée, la Vanvera de Passeggio, conçue pour un usage en extérieur ou en public. Pizza. Non, c'est que- C'était fabriqué en cuir et ça... Elle sera bientôt à la carte du Tamagotchi. Il va nous sortir une Vanvera. La Vanvera de Passeggio. Elle s'adaptait parfaitement aux fesses. En gros, c'était moulé sur les fesses de la personne en cuir et donc avec comme vous l'imaginez, un tube qui sort de là, qui reliait cette poche de cuir à une vessie où le gaz pouvait être temporairement stocké.
Une petite valve actionnée par une ficelle permettait de le libérer à un moment plus opportun, idéalement lorsque la personne était seule. Ce dispositif discret se portait sous les jupes et les manteaux, permettant aux personnes souffrant de troubles digestifs d'assister à des événements sociaux et d'aller au théâtre sans crainte de gêne. Pour des contextes plus intimes, notamment la délicate première nuit de noces, il reste encore 4 pages. On invente la vanvera de alcova, principalement destinée aux hommes. Semblable à sa version publique, elle comportait un long tube au lieu d'une vessie, et donc en été, le tube pouvait être dirigé vers une fenêtre comme une clim. Oh là là, mais... Tandis qu'en hiver, C'est il pas s'étendait jusqu'à une pièce adjacente. Oui, c'est absolument pas discret. Déjà, de base, aujourd'hui, quand tu te mets vers une fenêtre, tu dis non, mais je me pose là parce que j'ai besoin d'être debout, c'est pas discret, tu vois. Ouais, mais de voir un tuyau Bah qui oui, sort c'est encore pire. Et alors, comme le disait Norbert, est-ce qu'on peut l'apporter encore aujourd'hui ? Oui, on pourrait, mais avec l'évolution des modes vestimentaires et peut-être une certaine détente des mœurs, la vanvera tombe peu à peu en désuétude. Fait intéressant, certains linguistes avancent que l'expression italienne parlare a vanvera, signifiant parler à tort et à travers ou dire des bêtises, pourrait tirer son origine de cet étrange dispositif. Suggérant que tout comme la vanvera a tenté de dissimuler quelque chose de potentiellement désagréable, les paroles creuses manquent elles aussi de substance ou de vérité. Comme quoi, c'est fou les efforts déployés par les sociétés pour préserver les apparences et contourner les réalités parfois gênantes du corps humain. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi pour cette belle invention. Merci beaucoup. Est-ce que tu te rends compte que il y a en sous-jacent l'invention du coussin péteur. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'un jour, quelqu'un a dû s'asseoir sur sa vanvera, qui est un peu trop pleine. Et qui a dû dire comme tout le monde, non mais c'est le cuir du canapé qui, voilà, des fois quand on bouge un peu, bon, ça fait un peu bon. Oh là, c'est fou. C'est fou ce qu'on invente quand même. Vous connaissiez la vanvera, non, du coup Non. Flo non plus, sinon t'aurais répondu, ouais, bien sûr. Excellent cadeau de Noël à faire. Mais ça veut dire que c'est les Italiens qui se préoccupaient de ça et nous les Français on s'en foutait. Bah nous, effectivement, je pense que ça restait sous les jupons et puis bon. Après, on a toujours été un peu connus pour puer, donc c'est le stéréotype qu'on porte auprès de l'Europe. C'est vrai. C'est vrai. Ils viennent à la française. Alors, dans cette petite partie, Norbert, j'avais une question pour toi. Encore une. Est-ce que tu aurais... Après, c'est fini, je te promets. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs petites anecdotes à nous raconter sur... Parce que les gens que tu as interrogés, on a parlé rapidement de Véronique Sanson, cette interview qui est passée de 10 à 40 minutes, de Nicoletta aussi, qui t'a pris dans tes débuts de journaliste. Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter comme ça ? Est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter ? Chaque fois que je rencontrais une personnalité, c'était toujours un plaisir. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a des personnalités qui m'ont marqué plus que d'autres ? Dans le même ordre d'idée que Véronique Sanson, on a eu Patrick Sébastien également, qui lui aussi... Lui aussi, l'interview devait durer 10 minutes. Elle a duré également 40 minutes. Moi, j'avais ma liste de questions. Et puis, au bout d'un moment... voilà. T'arrives à bout. J'arrive à bout, et sachant qu'au bout de 10 minutes, on a le producteur, comme pour Véronique Sanson également, qui arrive et qui fait à l'artiste... avec la montre. Il est temps. Là, il est temps. Là, Patrick Sébastien a dit non, c'est encore 5 minutes. Il est revenu 5 minutes après, et Sébastien lui a dit non, c'est moi qui dirai quand c'est terminé. Et là, le producteur a claqué la porte. Là, j'avais plus de questions à lui poser. Du coup, on est venu à papoter avec Patrick Sébastien, et c'est là qu'il m'a parlé de Coluche, il m'a parlé de Louis de Funès, il m'a parlé de plein d'artistes qu'il avait rencontrés. À l'époque, il faisait l'émission De l'autre côté du miroir, pour ceux qui ont... Où il imitait... il se mettait dans le personnage. Voilà. Ouais. Et il m'a expliqué les coulisses de cette émission. On papotait après. C'est un petit peu comme Véronique Sanson. Véronique Sanson aussi, là, c'était à Genève, là aussi. Et là, par contre, les 5 journalistes qui étaient derrière moi, je pense qu'ils m'ont tous fusillé parce que c'était quelque chose. C'était donc à Genève, c'était dans un très grand hôtel à Genève. Il y avait un grand miroir au-dessus de Véronique Sanson, c'était important le miroir. Véronique Sanson était assise en face de moi, j'étais là, je lui posais des questions, et là, le producteur, je le voyais, la CGP, je le voyais, et il faisait comme ça. Et Véronique Sanson, chaque fois, faisait comme ça, et jusqu'au moment, elle a dit, c'est moi qui dirais quand l'interview s'est terminée. Patrick Sébastien. Et donc là aussi, j'avais plus de questions à lui poser. Du coup, on est venu à parler de son dernier album. Elle avait fait un album sur Michel Berger. Je lui ai demandé si, à l'époque, son mari, Pierre Palmade, avait écouté l'album, ce qu'il en avait pensé, France Gall. Enfin voilà, on est venu à papoter de... Pierre Palmade était marié à Véronique Sanson ? Bah bien sûr. Mais je ne savais pas. Moi, j'écoutais pas les potins. Je suis désolé. Ça, c'est même pas des potins. Non, ils étaient vraiment mariés. Ah oui. Ok. Ah, d'accord. oui.
Donc voilà, on lui a parlé de Pierre Palmade, on lui a parlé de France Gall, un peu aussi de sa vie avec Michel Berger, voilà. Et au bout de 40 minutes, quand ça a été terminé, j'ai une belle dédicace d'elle, quand même, à l'époque. En 99, il n'y avait pas encore des selfies, ce que je regrette. Elle a écrit un plaisir d'interview, Véronique Sanson avec Norbert. Bon, c'est quand même assez gratifiant. Enfin, je suis assez content. Oui, et quand on a et donc quand je suis repassé devant les autres journalistes, voilà, ils m'ont tous fusillé du regard. Parce Enfin, que je sais même pas t'avais regarder. bouffé leur temps, c'est ça? Ah bah oui. Oui. 10 minutes, 40 minutes, j'ai bouffé tout leur temps. Enfin, mais voilà. Voilà, ça C'est fait pas ta partie faute, des hein. moments qui sont. Quand on a des choses comme ça, des artistes, puis il y a d'autres aussi. Hein, on se dit, ça va. On est dans le vrai, on fait pas n'importe quoi, l'artiste. De toute façon, les artistes ou même les hommes politiques, rapidement, au bout de 2 questions, ils savent à qui ils ont affaire. Oui, Ils jugent rapidement, ils savent rapidement. Et, ils te cernent. ils cernent rapidement le journaliste et voilà. Donc voilà, ça fait partie des moments. Qu'est-ce que tu gardes dans une interview comme ça? Bon, tu as 10 minutes, tu poses toutes les questions que tu avais à poser et après tu discutes un peu de tout avec l'artiste en question, la personne en question. Mais dans ton interview, qu'est-ce que tu gardes? Tu gardes les 10 questions, enfin les questions des 10 minutes ou tu gardes un petit peu du reste aussi? En local, lorsque l'artiste vient nous présenter son album, si c'est un album, on pose des questions bateau que d'autres radios, d'autres journalistes vont poser. C'est les mêmes questions. Moi, après, ce que j'essaye en local, c'est de lui poser la question de savoir si l'artiste a un lien avec Dijon, la Côte d'Or, la Bourgogne. Est-ce que pour vous, vous avez des liens? Et quand on a des gens comme Castelli, dont le prénom m'échappe complètement... Je ne sais pas. Jean-Pierre Castaldi. Ah, Castaldi. Castaldi. J'ai dit quoi? Castelli. Castaldi. Jean-Pierre Castaldi, quand je lui pose la question, parce qu'il venait pour une pièce de théâtre et il m'explique le théâtre, bon, voilà, et puis et quand il me dit, je lui dis, vous avez un lien? Il me dit, mais vous vous rendez compte avec sa voix, vous vous rendez compte, vous êtes dans une région merveilleuse. Moi, je suis passé dans votre région, j'ai fait la route des vins, vous vous rendez compte? On passe Meursault, Pommard, Beaune, c'est des villes qui font rêver. Ouais, c'est clair. Voilà. Et c'est ça que je diffuse. Je diffuse pas le fait qu'il explique sa pièce de théâtre. Parce qu'il va le faire sur tous les médias. Ouais. Mais là, le fait qu'il explique que Meursault, Beaune, ce sont des villes qui le font rêver et qu'il a traversées, c'est l'extrait qu'on diffusera parce que tout le monde est content de savoir que Jean-Pierre Castaldi aime la région. Voilà, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Il y a plein d'anecdotes comme ça, plein de gens comme ça qui ont fait qui m'ont dit des choses sur la région. Voilà. J'ai une question à te poser là-dessus, c'est quel est ton lien avec Rouvres-en-Plaine, du coup? C'est certainement une commune à découvrir, qui mérite justement d'être certainement mis beaucoup plus en avant. Mais je pense qu'on en parlera beaucoup plus dans quelques mois, au moment des élections municipales. Probablement, oui. Je pense que le maire va changer. Il ne se représente pas. Je ne sais pas s'il se représente. Il se représente. Ça fait des années qu'il est... Il y a un bon vide-grenier où on peut acheter des triviales poursuites, Flo, tout à fait. Merci beaucoup Norbert pour ces anecdotes. Effectivement, c'est pour ça qu'on doit faire ce métier de journaliste. J'imagine c'est pour ces moments-là qu'on les fait, quoi. Oui, la découverte, la rencontre. Alors, j'ai également une petite question pour Selim. S'il le veut bien, je ne sais pas. Ça dépend. Est-ce que la question c'est est-ce que tu veux une bière? Est-ce que tu veux une bière? Bah oui, bien sûr. Enfin, des questions auxquelles je sais répondre. Non, il y en a... il faudrait redescendre. Ah, vas-y, dis-moi. Le fait de créer la Banane Comédie, le club entre autres, t'amène à analyser, structurer, promouvoir l'humour pour les autres. Est-ce que cette prise de recul, ça change ton propre processus créatif? Oui. Comment? Ça le ralentit. Ouais. C'est parce que c'est normal. C'est-à-dire que quand tu... Mettons, tu commences à apprendre n'importe quelle forme d'art. Tu vois. Je pense que ça s'applique à peu près à tout. Au départ, quand tu commences à le faire, tout est nouveau. Et puis du coup, quand tu arrives à faire quelque chose que tu n'arrivais pas à faire avant, parce qu'on vient de t'expliquer 2-3 trucs, et tu dis « Ah super, vas-y, tiens, ça marche bien, j'arrive à faire un truc sympa et tout ». Et en fait, après, une fois que tu commences à un petit peu te renseigner pour essayer d'être plus méticuleux, tu sais, tu atteins une certaine barrière. La progression, elle n'est jamais en ligne droite, elle est plutôt par palier.
Et une fois que tu commences à un petit peu mieux comprendre le fonctionnement même de ces choses-là, et quand tu écris des choses que tu aurais pu juger comme étant qualitatives avant, là, tu vas les regarder en disant c'est pas assez. C'est pas terrible. Et donc, c'est pour ça que je dis ça ralentit. C'est-à-dire que le pire, c'est qu'à la fin, je fais même pas forcément fondamentalement quelque chose de mieux, mais quelque chose en tout cas qui m'aura pris plus de temps pour accepter le fait que je considère que là, c'est juste, là, c'est bien, là, moi, ça me fait marrer. Je suis devenu plus exigeant avec moi-même en fait. Tu es ton premier public, faut que ça te fasse rire pour faire rire les autres. Ouais, maintenant oui. Au début, c'était pas le cas. Au début, j'avais tendance à écrire des choses en étant uniquement concentré sur est-ce que ça va faire rire les gens à qui je le présente. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément hyper fonctionnel quand tu changes de public tout le temps. Ah oui, bien Parce que tu sûr. peux pas prévoir la psychologie de tous les publics. Même dans un public, il y a tellement de personnes différentes. Ouais, et donc, une valeur sûre là-dedans, ça va être le fait que ça te fasse rire toi, ou en tout cas que ça te tienne à cœur, parce que sans ça, tu peux pas vendre les coups. Bien sûr. Tu peux pas l'incarner, tu vois, une blague, ça se raconte. Donc, si jamais toi-même, elle te fait pas spécialement rire, ça va être difficile à transmettre. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Donc, avant tout, des choses qui me font rire, moi. Ok. C'est-à-dire plus beaucoup de choses. Oh. Je regarde mon texte, je suis là, c'est marrant. Mais parce qu'il est blasé. Ouais, c'est pas mal, ouais. Dans les arts plastiques, l'œuvre, c'est l'objet. Hein. Au théâtre, c'est le texte, c'est la mise en scène. Dans le stand-up, c'est un peu plus flou. Et pour toi, où se trouve le véritable objet d'art ? C'est dans le texte que tu écris que tu peaufines ? C'est dans ta performance sur scène ? C'est dans le rire même du public ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, ouais, ça existe au moment du... En fait, l'œuvre humoristique n'existe qu'au moment du partage. Ouais. Comme je le disais, nous on présente souvent ça comme ça, on dit l'humour c'est un instrument de musique qui n'a pas de caisse de résonance. Le caisse de résonance c'est donc les autres, parce que c'est plusieurs qu'on rigole, et vraisemblablement quand on essaye de faire quelque chose de drôle, c'est pour transmettre un message à quelqu'un qui éventuellement va le faire rire. Du coup, si on vient sur scène, en fait, on va retrouver les mêmes composantes que le théâtre parce que ça reste quand même assez proche. C'est-à-dire qu'il y a un texte écrit, il y a une interprétation, il y a un sous-texte derrière. Mais comme c'est du spectacle vivant, d'une représentation à l'autre, ça va changer. Ouais. Et je trouve que ça change quand même plus que du théâtre. Si on va voir une pièce de théâtre, on va vraisemblablement revoir les mêmes répliques, etc. Et bien sûr, ça sera quand même une pièce différente à chaque fois qu'on va la voir. Ça dépendra du contexte, du public et des acteurs. Dans le cas de l'humour, il y a vraiment, vraiment une notion de connexion en direct aux gens. Parce que comme le retour est direct, quand on fait une blague, soit ça rit pas, quoi. Mais on a le résultat directement, on n'a pas le résultat à la fin du spectacle où les gens vont dire « Ah, c'était bien, c'était pas bien ». T'as peur du bide ? Oui, comme tout le monde, parce comme que, tous les pas humoristes, parce qu'avec mon âge, je le vois grossir. non, mais oui, non, mais on a tous... on a tous peur du bide au départ et après on se rend compte que ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Il n'y a pas de... Personne n'est bide-proof, tu vois. Non mais c'est vrai. Bide-proof. C'est-à-dire que même les artistes les plus affirmés, etc. te diront, il y a un jour, t'es pas dedans. T'arrives pas à connecter avec les gens et donc, je sais pas, ça ne marche pas, ça prend pas, tu te tapes un bide, c'est pas grave. Donc même si c'est très descendant, ça reste quand même un échange. Oui, tacite. Le bide, l'échange, ça reste le côté oh là là, je suis mal à l'aise. Tout le monde est mal à l'aise en fait, ça ne fait qu'elle est en s'encombrant. Mais j'avais croisé une fois Paul Taylor à la sortie d'un de ses spectacles et il m'avait dit que lui, son plus récent bide, c'était la première fois qu'il avait fait le festival de Montreux. Ce qui pour lui, en plus, c'était. Mais en tant qu'humoriste, il se dit bah oui, c'est effectivement la consécration que tu cherches à atteindre. Donc le jour où tu sais que ça va être ça, puis ça va être pendant le gala diffusé en direct, etc. Donc en plus, tu préviens toute ta famille, tous tes amis, tous tes collègues de travail, tous les producteurs potentiels, etc. Et là, tu te tapes le plus gros four que tu t'es tapé depuis très longtemps, quoi. Donc il dit quand bien même tu venais avec des super conditions, t'es jamais à l'abri. Bon. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question brillamment. Mais maintenant... Nous allons partir sur notre dernière rubrique, celle de Flo, la FUF, Flo et usage de Flo. Selon le code pénal, l'usage de Flo désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non ? Ah, à vos clochettes, mes amis. Oui. Devant toi, c'est... Là. Oui, je l'ai vu. Je regardais les autres. Ils regardent partout. Mais non, mais là. parce qu'elles ont des couleurs différentes. Oui. J'avais envie de retourner en enfance aujourd'hui. Alors, pas comme ça. J'avais envie de retourner en enfance en vous proposant un jeu que vous avez tous fait non plus, Nico. Il a décidé de me saouler. Donc, ce retour en enfance est avec un jeu que vous connaissez, c'est le Petit Bac.
Ah. Vous vous rappelez de ce jeu? Ah là Tu là. donnes une lettre et tu dois. Alors je vais pas donner qu'une lettre et il va falloir remplir les colonnes. Hein. Ce serait chiant pour les auditeurs. Un petit peu plus compliqué que ça. On entendait que les des amis. petits bruits de crayon. Et puis une variante aujourd'hui, c'est Nico contre tous les autres. Ah. Je vais vous lire. Donc je peux pas mettre le jingle Joker alors. Non, tu seras le joker de personne à Je suis part un de peu toi-même. Je suis un peu déçu. Je veux un titre de chanson qui commence par un A. Norbert. Norbert. À boire. À boire. Tu peux nous la chanter Alors, ou pas? c'est de qui? C'est de. C'est une chanson Attends, je cherche. interprétée il y a quelques années par. un Ok, chanteur. d'accord. Au suivant, Nico. Aimer. Aimer. C'est ce qu'il y a de plus beau. Ouais. Bravo, Nico. Bon, je suis désolé, le à boire. Bien essayé. Mais c'est bien essayé. Moi, je te crois. Autrement, c'était peut-être une demande. Autrement, tu veux boire quelque chose. Tout va bien. Parce que j'aime Tout va surtout le gars qui essaye vraiment jusqu'au bout. C'est une chanson Qui des années. C'était la phase B de Michel Polnareff en Je 1962. pense que Sébastien, il l'a chanté pendant un passage à Meursault. Voilà, Entre je dois les l'interviewer. sardines et les serviettes. Mais c'est très bon réflexe de sonner en premier. Je veux un titre Un titre. À de boire. film. Je veux un titre de film qui commence par D. Terminator. Mais si, c'est quand ils ont un rhume. Non, c'est lui-même. Je veux un film qui commence par un D, s'il vous plaît. Oui. Dark Vador. Ah, mais c'est pas un titre. C'est pas un titre de film. Enfin. On a droit. On peut... Oui, vas-y, Nico. Destination finale. Bravo. 3, 4, la 5, 6. Je crois que ça se prononce destination. Alors la destination, c'est autre chose. Je te montre après. Et c'est bien parce que comme Bon. ils disent des conneries, ça me laisse le temps de réfléchir. Ouais. Ah, t'aides Attention. un peu, t'es tout seul. Je veux le nom, je dis bien le nom, d'un chanteur ou d'une chanteuse qui commence par un M. Ah, c'était moi. Nico. Mylène Farmer. Bah, le Non, nom. le nom. Le nom. Ah, j'avais pas entendu. Non, c'était Mouloudji. Ah, Mais c'est bon, Clem. qu'importe. Clem. Enfin, moi, c'était Morane. Bien. Bah, Morane, c'est son prénom. Bah, c'est son nom d'artiste. Bah, c'est son aussi, nom d'artiste, Elle a pas de hein. nom. Bah, nique-toi, c'est son prénom, Morane. Non, mais Bah. c'est son nom d'artiste. Est-ce que Bah, M, ça bah, va alors, Bob Mouloudji. Morane, ça marche. Mouloudji. Morane, ça marche. Mouloudji. M, M. ça marche aussi. Bah, mais M, c'est Mathieu Chédid. M comme Mathieu. Je sais pas, C'est son moi, nom je sais d'artiste. pas, c'est avec le terme nom. Non, mais Morane, ça marche. Oui, bah Morane, bien ça sûr. marche. Bah vas-y, Bah, mettez. merci. mettez- Non, mais mettez- quel mauvais joueur. C'est nul. Miu Miu, je sais pas. Miu. C'est Miu, Madame M. Miu Miu. Un point pour Clem. Et enfin, le groupe. Et c'est la fin de la rubrique. Je veux un nom de compositeur de musique classique Ouf, ok. qui commence par un B. Beethoven. Bah oui, Beethoven. Beaux-Arts. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts. Mais il y avait aussi Boubert. Enfin, il y en a des tas. Hein. La truite de Boubert. Un point pour Nico. Il en reste combien? Encore quelques-uns. Ah. Allez, nom d'un dessin, d'un dessin Dans animé. un Un dessin animé ou film, dessin animé. Ouais, Ok. attends, dessin animé ou Ah, film? Non, dessin animé TV ou cinéma. Ouais, animation. D'accord. aussi Animation. Animation. Ok. Qui commence par un N. Ah bah, Ah, Naruto, d'accord. mais c'est pas. Si, Ah, si, ça marche. c'est ce que j'allais dire aussi. Pour moi, c'était entre nous Et deux. hein. c'était plutôt Ah, mais- Célim pour Ouais, moi. Ouais. mais, C'est Flo qui a. Si, si, bah, déjà, j'allais partir sur le même, c'est juste que du coup, je me suis dit, D'accord. ah, il va répondre. Le saut Nangla, il va plus vite ici que là. Ça doit Allez. vraiment se jouer à une seconde. Célim pour Naruto. J'avais le même aussi. Ouais. Nom d'une ou d'un artiste peintre qui commence par un P. Pablo Nico. Picasso. Bravo. La double P, bro. Le double P. Bon, ouais. Allez, une dernière. Ok. Vous êtes prêts? Attends, ils tous. Je vais aller vite. Le nom d'une radio qui commence par un C. C'était moi. C'est Nico. Oh Chérie FM. Nico. Pourtant, la Norbert, elle était pour toi, celle-là. Ouais. Désolé. Bon, on fait pas Un les point comptes. sur les scores, allez.
Ça va, il n'y a pas un si gros écart que ça, ok? Bah non, il y avait peu de questions, c'est sûr. On a fait 2 bonnes réponses et Nico en a fait 5 Eh oui. bonnes Oui. réponses. Ah, Ouais. ça C'est va, encore c'est une bon. victoire de canard. Merci, il va falloir Bravo, vraiment Nico. mettre plus d'invités ou des plus performants, je ne sais pas. Merci d'avoir joué avec moi. Merci pour à ce petit toi. jeu. Alors, cette fois, c'est pas du... Une olive, c'est une ce olive coup-là. cette fois. Une olive au fond de la gorge. À défaut d'ailleurs. On arrive... Oh là là. C'est lourd. Moi, j'étais quand même plus léger avec mon sujet sur l'avant-verra. Excuse-moi de te le dire, mais... Oh, oui, c'est sûr. Manque pas d'air, Manque c'est pas clair. d'air. On arrive à la fin de cette émission, mes chers amis. Oh. Et Flo. Lequel Flo? Lui. Flo serait pas permis, non. Pas quand j'ai la bouche pleine. On a donc une dernière chose que l'on demande à nos invités, à nos chers invités, c'est s'il ne devait rester qu'un seul mot. Un seul mot pour décrire votre vie, pour décrire vos expériences, le podcast, pourquoi pas, enfin tout ce que vous voulez. Un seul mot, un seul. Selim. Il réfléchit. Un seul mot. Je garderai le mot chaos. Chaos. Oui. Pourquoi? Chaos, pas. C'est Genre Mylène Ah, C'est H, oui, oui, non. ouais, oui, pas être chaos, parce que ce serait oui, 2 mots. C'est 2 mots, ouais. Mais non, le chaos, parce que je trouve que c'est à la fois quelque chose qui définit le parcours, qui est chaotique, mais aussi quelque chose que j'aime bien poursuivre. D'accord. Je trouve que la vie est plus rigolote quand on essaye de suivre le chaos, plutôt que quand on essaie de l'ordonner. Mais plus difficile aussi. Peut-être, mais de base c'est difficile en soi. Et toi, Norbert, c'est quoi ton mot? Demain. Demain. Pourquoi? Vivement demain. Vivement Ah, dimanche. d'accord. Ouais, non, mais sans aucune. Ouais, non, mais, Ah bah super. non, sans aucune liaison avec une émission de télévision. Mais vivement demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je suis très intéressé par savoir ce qui va se passer demain. Toujours. Ouais. Regardez devant. Mais regardez derrière aussi, parce que ça aide à avancer. Ouais. Savoir où on va, mais savoir Ah, c'est d'où bon. on vient. Oui, aussi. Et est-ce que c'est important de savoir où on est? Est-ce que c'est important? Hmm. Bonne question. C'est une question? C'est une Oui. question. Ah, c'est une question. C'est- Ouais, c'est oui, une oui, question. c'est- Oui, 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 non, vivement demain. Demain. Toujours. Alors, Demain. le chaos. Là, comme ça fait On pas dirait- rêver. on mais, dirait un Le type chaos de de demain. film, un court-métrage. Le chaos de demain. Comme Céline m'a expliqué le chaos, c'est déjà un peu plus tenable. Bon. Merci pour ces mots de la fin. Merci pour ces mots de la fin. Merci d'être venu, Selim Beloufa et Norbert Bancher à ces micros-là. Merci de vous être prêté à l'exercice. C'est pas forcément quelque chose d'évident. Merci d'avoir partagé tout ce que vous avez partagé. Vous êtes évidemment les bienvenus pour revenir. Oh, il a pas l'air traumatisé, ça va. Et puis, on se retrouve dans 15 jours avec de super invités. En attendant, n'hésitez pas à suivre nos invités sur leurs réseaux respectifs. Et à partager, à commenter, bref, tout ce qu'on sait bien faire et tout ce qu'on vous dit à chaque fois. Oh que oui. Et à très bientôt. Des bisous. Merci. À bientôt. Salut. Les petits loups. Je pense qu'on a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher les lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On m'a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace.